John Dillinger est le braqueur de banque le plus célèbre de l'histoire, recherché pendant 1 an par pratiquement toutes les forces de l'ordre des États-Unis. Pendant cette période, il a réussi à braquer près d'une vingtaine de banques, empochant au total environ 500 000 dollars. On l'appelait le gentleman braqueur, le Robin des Bois moderne. Sa mort a marqué le point de départ à partir duquel Hoover et le FBI ont réellement pris le pouvoir. Une dizaine de films ont été tournés sur lui et encore plus de livres ont été écrits. Sa tombe a été démolie à plusieurs reprises par des fans du monde entier et tous ceux qui l'ont connu jusqu'à la fin de sa vie ont gagné leur vie en racontant des histoires sur Dillinger. Mais son histoire est-elle si simple? Cet homme était-il vraiment le Robin des Bois américain? Et pourquoi une seule année de sa vie a-t-elle suffi à forger une légende qui perdure encore aujourd'hui? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Et si vous êtes intéressé par la véritable histoire de l'ennemi public numéro 1, qui dépasse le cadre désormais banal de son affrontement avec Hoover, alors voici John Dillinger de l'autre côté de la loi. Au cours de l'été 1887, John, le fils aîné d'un immigrant français nommé Mathias Dillinger, rencontre Molly Lancaster, une jolie jeune fille issue d'une famille nombreuse. John et Molly se marièrent avant la fin de l'été et ouvrirent une épicerie près de Brightwood, dans le quartier de Oak Hill, à Indianapolis. Leur premier enfant, une fille prénommée Audrey, naquit en 1889 et son tristement célèbre frère ne verrait le jour qu'au siècle suivant. Il fut baptisé John Herbert Dillinger, mais dans sa famille, on l'appelait simplement Junior. La mère de John mourut alors qu'il n'avait pas encore 5 ans, ce qui l'obligea à vivre avec sa sœur aînée jusqu'à l'âge de 9 ans, car son père ne pouvait pas s'occuper seul de lui. Il retourna dans la maison paternelle lorsque John, son père, trouva une nouvelle épouse, Lizzie Field, qui lui donna 3 autres enfants. Comment tout cela a influencé le jeune John reste un mystère. Certains disent que son père et sa belle-mère l'entouraient d'amour et d'attention, tandis que d'autres décrivent John Senior comme distant et cruel. On sait avec certitude que John Jr. s'enfuyait souvent de chez lui et que peu après le deuxième mariage de son père, il est devenu chef du gang local Dirty Dozen, douzaine sale. Au moment où Dillinger est entré en 6e, il dirigeait déjà les membres les plus téméraires du groupe lors des raids contre la Pennsylvania Railroad. Ils volaient du charbon dans les wagons de la ligne circulaire qui passait par Oak Hill, et leurs voisins achetaient avec plaisir le butin. Un jour, plusieurs femmes entreprenantes ont demandé à Dillinger s'il vendrait le charbon moins cher si elle l'aidait à le sortir des rails. Comme le garçon avait très envie d'aller au Riverside Park ce jour-là, ils ont accepté. Pendant qu'il déchargeait les wagons, le bras droit de Dillinger, Fred Whiteside, aperçut un policier ferroviaire qui approchait au détour d'un virage. Les garçons disparurent en un éclair, mais les femmes furent arrêtées. Cependant, cette même nuit, la police arrêta Dillinger et les autres jeunes délinquants. En raison de leur jeune âge, ils échappèrent tous à la punition. À l'adolescence, leur divertissement devint de plus en plus dangereux. Ainsi, pour s'amuser, le jeune John s'est un jour encastré avec une voiture abandonnée dans un train de marchandises chargé de charbon. Il lui arrivait souvent de voler du whisky dans les wagons de fret et il s'était même présenté à l'école ivre à plusieurs reprises. En partageant ses butins, Dillinger a très tôt compris le sens du poème de l'écrivain américain Ogden Nash. Les bonbons, c'est bien, mais l'alcool, c'est mieux. Et il offrait du whisky volé aux filles pour obtenir ce qu'il voulait. Son attirance pour le sexe opposé s'est manifestée très tôt. À 16 ans, John Jr. en avait assez de la vie scolaire. Il trouva un emploi dans une usine de contreplaqué et annonça qu'il n'avait plus de devoirs à faire, mais il ne tint pas longtemps. Il quitta rapidement son emploi à l'usine pour un poste plus intéressant de coursier à la chambre de commerce d'Indianapolis. Cependant, il s'est lassé de ce travail et, 4 mois plus tard, il est parti pour occuper un poste de mécanicien dans l'usine James P. Berkem. John travaillait bien partout, mais il partait dès qu'il avait de l'argent pour faire la fête. C'est-à-dire qu'il travaillait dur pendant 2 ou 3 semaines, puis démissionnait et faisait la fête jusqu'à ce que ses poches soient vides, puis il retournait travailler. En 1920, le père de John décida de retourner à l'agriculture. Il acheta un terrain de 25 hectares à Mooresville, périphérie nord-ouest d'Indianapolis. John fils vivait là avec sa famille, mais il n'aimait pas la ferme. La seule chose qui plaisait au jeune John dans la vie de la campagne était la chasse. Quand il ne jouait pas au baseball pour le club sportif de Mooresville, il était généralement à la chasse. Il savait manier les armes et tirer avec précision, raconta plus tard John Senior. C'est là aussi que le cadet s'est familiarisé avec les voitures. Son premier moyen de transport a été une moto, puis il s'est mis à conduire une Chevrolet. Outre la conduite, il aimait aussi bricoler des machines. Il pouvait ainsi démonter entièrement une voiture, puis la remonter. En 1923, à l'âge de 20 ans, Dillinger se passionna pour les livres sur le célèbre criminel de l'Ouest américain, Jesse James. Il s'agissait de romans populaires mêlant faits réels et fiction qui érigeraient le bandit en figure romantique. Selon son ami d'enfance, Delbert Hobson, John Jr. fut profondément impressionné par le courage et l'audace de James, mais aussi par son comportement chevaleresque envers les femmes et les enfants, une influence qui peut-être reflètera plus tard dans sa façon propre de cambrioler les banques.
À la même époque, il continuait à jouer au baseball dans la ville d'à côté, Martinsville, mais uniquement comme passe-temps. Dillinger n'a jamais été un joueur professionnel, contrairement à ce qu'affirment certaines sources. Malgré son succès auprès des femmes, le cœur de John fut brisé par son tout premier amour. Elle s'appelait Frances Stanton et était la belle-fille de son oncle. Épris, John lui proposa le mariage, mais les aînés, prudents, l'exhortèrent à attendre quelques mois. Ce délai suffit pour que Frances, influencée par son beau-père et le père de John, cesse tout contact avec lui. Parallèlement, on apprit que cette jeune fille était enceinte de John à Indianapolis. Selon de nombreuses sources, tous ces événements poussèrent Dillinger à commettre son premier acte irréfléchi. Dans la nuit de juillet 1923, Dillinger, au volant d'une voiture volée avec un revolver dans la boîte à gants, garé dans un endroit bien en vue, se retrouva dans le quartier afro-américain d'Indianapolis. Il était probablement chez la jeune fille enceinte et rentrait chez lui lorsque des policiers lui bloquèrent le passage. Lors des fouilles du véhicule, les agents mirent la main sur l'arme. Dillinger réussit de justesse à leur échapper. Après cela, John décida de s'engager dans la marine dès que possible afin d'échapper à la justice. Ce n'était pas la première fois que la marine acceptait des jeunes à problème. Et les formalités étaient souvent expéditives. En seulement 4 jours, Dillinger fut envoyé en formation de base. Le 4 octobre 1923, il acheva son instruction et fut accepté comme chauffeur de chaudière à bord du cuirassé Utah. Après 22 jours de travail épuisant, il en avait assez. Il quitta le navire à Boston et déserta, probablement pour se calmer. À son retour, il reçut une sanction du tribunal militaire, une amende équivalente à 1 mois de salaire et 10 jours de cellule à pain sec et à l'eau. Mais avant même d'avoir purgé sa peine, John récidiva. Le 9 novembre, il déserta de nouveau son poste. 5 jours d'isolement supplémentaires s'ajoutèrent à sa punition. Quelques semaines après sa libération, le 4 décembre 1923, John s'enfuit à nouveau, après quoi il fut inscrit sur la liste des déserteurs et sa tête fut mise à prix pour $50. Après 50 ans de recherche minutieuse, on n'a toujours pas établi avec certitude où était Dillinger et ce qu'il faisait depuis décembre 1923 jusqu'à ce qu'il réapparaisse dans sa ville natale en mars de l'année suivante. Pendant tout ce temps, sa famille pensait qu'il servait consciencieusement dans la marine. À son retour, il déclara avoir été renvoyé de l'armée pour cause de problèmes cardiaques. Il n'avait alors aucune crainte d'être jugé alors qu'il avait commis des délits tant civils que militaires. John semblait ne redouter aucun procès. Il s'installa, se maria en avril 1924 avec une jeune fille de 17 ans, Beryl Ethel Ovius. Mais la vie familiale tranquille ne convenait pas non plus à John. Il fallait travailler sans arrêt, il n'avait plus le temps de faire la fête, et en plus, sa femme le harcelait quand il rapportait peu d'argent ou rentrait ivre à la maison. C'est alors, soit pour échapper à cette vie quotidienne, soit pour rapporter plus d'argent à la maison, que Dillinger a formé son premier gang d'adultes avec des gars qu'il fréquentait dans un bar local. On ne sait pas combien de coups le premier gang de Dillinger a commis avant d'être arrêté pour le vol de 41 poules. Son père réussit d'une manière ou d'une autre à obtenir l'abandon des poursuites, mais cela le brouilla définitivement avec son fils. John Senior, honnête et respectable, sentait que son fils avait pris le mauvais chemin. La prochaine étape qui a conduit Dillinger dans le monde du crime a été son rapprochement avec un parent éloigné de sa mère, William Edgar Singleton, qui avait déjà purgé une peine assez longue. Singleton, 31 ans, était un père de 2 enfants, connu pour son penchant pour la bouteille et ses antécédents judiciaires, mais qui, étonnamment, conservait un emploi stable dans une usine de Mooresville. Au cours de l'été 1924, Singleton et Dillinger se sont liés d'amitié après avoir commis plusieurs braquages de stations-service. Mais le 6 septembre de la même année, ils visèrent plus gros. Un épicier de quartier, Frank Morgan, un vieil homme qui avait pour habitude de rentrer chez lui à pied, de nuit, en gardant les recettes de la journée dans sa poche, sans armes, sans escorte. Le plan était simple et élégant. Dillinger devait être l'agresseur et Singleton le chauffeur. Dans la soirée, Dillinger, armé d'un pistolet calibre 32 et d'un écrou enveloppé dans un tissu, prit Morgan par surprise alors qu'il venait de fermer son magasin. D'un coup de poing sur la tête, Dillinger assomma Morgan, mais celui-ci portait un chapeau de paille qui a amorti le choc. Non seulement Morgan ne perdit pas connaissance, mais il riposta. Il se releva aussitôt, bouscula Dillinger et fit partir une balle en l'air en lui arrachant le revolver. Pris de court par la résistance du vieillard, et probablement ivre, Dillinger paniqua et s'enfuit vers le point de rendez-vous avec Singleton. Mais celui-ci, effrayé par le coup de feu, était déjà parti. Ne sachant où aller, Dillinger se réfugia dans une salle de billard à proximité où, plutôt que de se faire discret, il se mit à interroger les clients sur le bruit d'un coup de feu que personne n'avait entendu. Son insistance éveilla les soupçons, d'autant qu'il était couvert de sang. Dillinger retourna ensuite à pied à la ferme de son père. Il n'était pas nécessaire d'être Sherlock Holmes pour enquêter sur cette affaire, et le lundi, 1 jour et demi plus tard, l'adjoint du shérif se rendit à la ferme de Dillinger et arrêta le voleur maladroit. Plus tard, John avoua au procureur du district qu'il avait bien agressé l'épicier, mais il invoqua l'ivresse et l'influence de Singleton.
Lui et son père pensaient qu'un aveu sincère jouerait en sa faveur devant le juge, mais ils se trompaient lourdement. Le 15 septembre, au tribunal, Dillinger, sur l'insistance de son père, a reconnu sa culpabilité pour agression et vol. John avait toutes les raisons d'espérer une peine clémente car il venait d'une bonne famille, était marié et n'avait pas de casier judiciaire. Mais au lieu du verdict clément attendu, le juge Joseph Williams lui infligea la peine maximale de 10 ans d'emprisonnement. L'affaire fit date. Le juge nouvellement élu voulait montrer qu'il n'avait pas l'intention de faire de concessions aux brebis galeuses. Bien que John ait effectivement agressé l'épicier, il s'est avéré par la suite que toutes les preuves contre lui étaient indirectes et n'auraient pas pu être retenues si elles avaient été présentées au tribunal sans confession sincère. De son vivant, la condamnation injuste prononcée contre John Dillinger a été constamment utilisée comme raison, voire comme justification, de sa future vie criminelle. La condamnation de Singleton, qui a reçu 3 fois moins, a jeté de l'huile sur le feu. Après cela, John s'est senti trahi par le système. Il a même déclaré qu'une fois libéré, il deviendrait le salaud le plus ignoble que le monde ait jamais connu. Dillinger fut envoyé à Pendleton, un sinistre centre pénitentiaire composé d'une série de bâtiments en briques brunes avec des toits de tuiles rouges, des murs en béton de 10 mètres de haut et des tours d'artillerie à chacun des 4 angles. Cet établissement abritait 4 usines commerciales gérées par des civils qui profitaient volontiers de la main-d'œuvre presque gratuite des détenus. Les entreprises fabriquaient des vêtements, des meubles, de la vaisselle et des plaques d'égout. Les détenus détestaient par-dessus tout le travail pénible dans l'atelier infernal où étaient fabriquées les plaques, et Dillinger, en tant que nouveau venu, s'y retrouva bien sûr. Au cours des 90 premiers jours de sa détention, il tenta 2 fois de s'échapper, ce qui lui valut une année supplémentaire. La première fois, dans l'atelier de fonderie où étaient fabriquées les plaques. Il était caché dans un tas de copeaux destinés à être évacués, mais le chef de la sécurité l'avait repéré et avait déclaré de manière ostentatoire « On va mettre le feu à ces copeaux !» Dillinger était immédiatement sorti de sa cachette et avait écopé de 6 mois supplémentaires pour tentative d'évasion. Mais avant Noël, il a tenté une nouvelle fois de s'échapper avec l'aide de 2 complices qui avaient réussi à se procurer une scie à métaux pour scier les barreaux. John était convaincu que l'opération allait réussir et il avait même écrit à sa femme « Je serai à la maison pour les fêtes ». Mais ils ne purent aller plus loin que le couloir et la peine de Dillinger fut rallongée d'un autre semestre. Dans les mois qui suivirent, il fut condamné à une année supplémentaire, puis, en mars 1927, il tomba gravement malade de la diphtérie. À peu près à la même époque, il apprit que Singleton avait été libéré sur parole pour bonne conduite et, selon les témoignages de ses codétenus, il devint très maussade. Jusqu'en 1928, il se comporta calmement, se remettant de sa maladie et des mauvaises nouvelles, puis il reçut plusieurs nouvelles sanctions qui prolongèrent sa peine. Au cours des premières années d'emprisonnement, sa famille lui rendait visite environ 1 fois par mois, mais progressivement, les visites devinrent de plus en plus rares. En 1929, sa femme Beryl a demandé le divorce. Cependant, tout n'était pas si sombre, car en prison, John s'est fait des relations utiles dans le milieu criminel et s'est même lié d'amitié avec certains. Le premier de ses amis fut Harry Pitt Pierpont, un beau jeune homme élancé mesurant près d'1,90 m. Il n'avait qu'1 an de plus que Dillinger, mais était déjà considéré comme un incorrigible. Il avait déjà à son actif une tentative infructueuse de vol de voiture à l'âge de 19 ans à Indianapolis, avec utilisation d'une arme à feu volée et un braquage de banque. Il ne resta pas longtemps à Pendleton. 2 mois plus tard, Pierpont fut surpris en train de tenter de s'échapper et fut transféré dans une prison plus stricte à Michigan City. Au moment du transfert de Pierpont, John, qui faisait preuve de bonne conduite, avait été affecté à l'usine de chemises. C'est là qu'il se rapprocha de Homer Van Meter. Homer était un type particulier. Mesurant environ 1,80 m, il ne pesait que 56 kilos. Lui aussi était un voleur récidiviste et il avait été incarcéré à Pendleton pour avoir dérobé plusieurs centaines de dollars aux passagers d'un train de New York. De là, comme Pierpont, il fut transféré à la prison de Michigan City pour avoir tenté de s'échapper. Peu après, Dillinger les rejoignit, mais d'une manière très inhabituelle. À l'été 1929, John a demandé une libération conditionnelle, mais la commission a refusé. Il a alors demandé à être transféré à Michigan City, qui était plus stricte et plus dangereuse que Pendleton, ce qui a beaucoup surpris la commission. Dillinger a justifié sa demande par la bonne équipe de baseball qui s'y trouvait et dans laquelle il souhaitait jouer. Tout le monde savait qu'il était bon joueur et sa demande fut donc acceptée. Le 15 juillet 1929, John Dillinger fut transféré à Michigan City et se retrouva bientôt entre les mêmes murs que ses 2 seuls amis, Harry Pierpont et Homer Van Meter. Il avait 26 ans. Chaque détenu vivait dans une cellule de 3 mètres sur 2, éclairée par une faible ampoule. Il n'y avait ni livres, ni magazines, ni journaux, et les détenus n'avaient droit qu'à un morceau de savon, une pipe en épi de maïs, du tabac et une serviette. Il pouvait fumer dans sa cellule 3 fois par soir, sa pipe ou sa cigarette étant allumée par le gardien de service qui transportait une torche d'un endroit à l'autre.
À Pendleton, les criminels professionnels étaient rares. Il s'agissait principalement de petits délinquants arrêtés pour des délits mineurs. Mais il y avait aussi des gangsters endurcis et des voleurs. Pour eux, John était un enfant de cœur, et le jeune délinquant issu d'un centre de redressement avait beaucoup à apprendre des professeurs de criminalité réunis en ce lieu. Dillinger fut envoyé dans une usine de chemises. Il était chargé de coudre les cols. Avec lui, travaillaient à l'usine des personnes dont les noms allaient bientôt faire la une des journaux en tant que membres de la bande de Dillinger: Harry Pitt Pierpont, Charles Mackley et Russell Clark. S'adaptant progressivement à ces nouvelles conditions de vie, Dillinger s'efforçait d'éviter les petits problèmes disciplinaires. Sa deuxième audience pour une libération conditionnelle anticipée approchait, et cette fois-ci, il voulait au moins avoir une chance. 3 ans plus tard, en mars 1933, Dillinger était très optimiste quant à ses chances de libération. Il avait même élaboré une stratégie à laquelle il avait associé tous ses proches. En avril 1933, la famille Dillinger a déposé une demande de libération conditionnelle. L'idée principale était que John était nécessaire à la ferme pour aider son père âgé en ces temps difficiles. En outre, la demande mentionnait que sa belle-mère Lizzie avait été hospitalisée en raison d'une maladie de longue durée. De plus, les Dillinger ont réuni un groupe de soutien composé de citoyens respectables et influents. Le shérif du comté, ainsi que le greffier, l'auditeur, le trésorier, le conservateur des registres et l'expert se sont prononcés en faveur de Dillinger Jr. Audrey a réussi à convaincre le boucher Frank Morgan, victime de l'agression, et le juge Joe Williams d'apposer également leur signature. Au total, les Dillinger réunirent le soutien de 188 personnes. De plus, son compatriote Paul McNutt a été élu gouverneur de l'Indiana, et après avoir purgé 10 ans de sa peine, le dossier de John a été examiné non pas par le conseil d'administration de la prison, qui aurait très probablement rejeté sa demande, mais par la commission des grâces du gouverneur. La commission était composée de 3 personnes, dont 2 ont voté en faveur de la libération de John, ce qui a suffi pour qu'il soit remis en liberté. Le vieil ami de John, Homer Van Meter, a également obtenu une libération conditionnelle et a été libéré à la fin du mois de mai. Pour une raison quelconque, la décision de la commission ne parvint à Dillinger que 11 jours plus tard. À ce moment-là, à Mooresville, sa belle-mère Lizzie était gravement malade. Lorsque Dillinger arriva enfin chez lui, Lizzie était déjà décédée. Elle fut enterrée 2 jours plus tard, le 25 mai 1933, dans le même cimetière où Molly avait été enterrée 27 ans auparavant. Au début, beaucoup de gens dans la ville croyaient sincèrement que John s'était amendé, mais comme vous pouvez l'imaginer, ce n'était pas le cas. Le jour, c'était un citoyen aimable et sympathique avec son chapeau blanc, mais la nuit, il redevenait un bandit. Quelques semaines après sa libération, il errait déjà dans les rues d'Indianapolis à la recherche de son prochain coup. À son retour, l'Amérique n'était plus le pays d'abondance dont il se souvenait. Dans l'Indiana, 100 000 personnes vivaient de prestations sociales et plus de 10 millions de personnes étaient sans emploi dans tout le pays. Les temps étaient troublés et confus, et beaucoup se sont engagés sur la mauvaise pente. En 1932, alors que John Dillinger était encore derrière les barreaux, des bandits audacieux ont dévalisé 631 banques, dont 85 dans le seul état de l'Illinois. John avait l'intention de faire de même. En prison, il fit la connaissance de nombreux voleurs qui lui transmirent leur expérience et lui fournirent une liste de banques les moins bien protégées du Midwest, appelée CARAF dans le jargon de l'époque. En mai 1933, Dillinger rejoint à Indianapolis une bande de criminels amateurs connue sous le nom de Gang des Whitecaps. Le port de vêtements identiques était la marque distinctive de ces groupes, car les témoins se souvenaient souvent des vêtements plutôt que des visages, mais c'était sans doute leur seule bonne idée. À l'aide d'armes et de voitures volées, le gang se spécialisa dans le cambriolage de petits commerces tels que des épiceries ouvertes 24 heures sur 24 et des pharmacies. Ils ne planifiaient presque jamais leur cambriolage, ce qui les conduisait souvent dans les situations absurdes. De plus, seuls quelques membres du gang savaient se servir d'une arme, et aucun n'était bon conducteur, pas vraiment de quoi prétendre au titre d'ennemi public numéro 1. Par exemple, une nuit, la police a pris en chasse le gang des Whitecaps avant même que le vol ne commence. Ils volaient une voiture, la police les a repérés, et lorsqu'ils ont pris la fuite, l'un des criminels n'a pas eu le temps de fermer la portière, qui a été enfoncée par un lampadaire qui se trouvait sur le chemin. Avec une portière arrachée, ils ont attiré l'attention d'une autre patrouille, mais ont réussi à semer les 2 voitures. On connaît un autre de leur vol qui ne s'est pas déroulé comme prévu. Le propriétaire âgé d'une épicerie, terrifié, n'a pas pu satisfaire les exigences des voleurs. S'énervant, Dillinger a frappé le vieil homme au visage avec son pistolet et lui a cassé son dentier. Le coup fut si violent que les dents du criminel volèrent et que des éclaboussures de sang jaillirent. On connaît plusieurs autres incidents similaires au début de sa carrière qui ont quelque peu discrédité l'image du bandit gentleman que la presse a ensuite donné à Dillinger. Il quitta rapidement les gangs des Whitecaps avec un autre membre nommé Copeland, réalisant que les autres n'étaient que des amateurs et que leur inexpérience finirait par le renvoyer en prison.
Au début du mois de juin 1933, Dillinger, qui n'était plus membre des Whitecaps, a réussi avec 2 complices à braquer la National Bank de New Carlisle dans le nord de l'Ohio et à s'emparer de $10 000. Le braquage suivant de Dillinger a été documenté un mois plus tard, le 17 juillet 1933, à Daleville, dans l'Indiana. Lors de ce braquage, il a utilisé pour la première fois son célèbre truc, un saut spectaculaire par-dessus le comptoir. Le butin de la banque de Daleville s'élevait à seulement $3 500, mais Dillinger et Copeland s'enfuirent facilement avec le coffre contenant les bijoux. 2 jours plus tard, le 19 juillet, Dillinger et Copeland braquèrent la National Bank de Rockville, dans l'ouest de l'Indiana. Dillinger décida ensuite de faire une pause et de rendre visite à la sœur d'un détenu de Michigan City, Mary Longnecker. Visiblement séduit par Mary, le braqueur rêvait de s'installer avec elle et ses enfants en Amérique du Sud ou au Mexique, mais son mari refusait de lui accorder le divorce. Afin d'accélérer la procédure, Dillinger se rendit sur le lieu de travail du mari de Mary, et bien sûr, cela se termina en bagarre. Le shérif de la ville fut appelé et mit Dillinger en état d'arrestation. Il fit monter le détenu au volant de sa propre voiture, sauta sur le marchepied et lui ordonna de se rendre au poste. Mais Dillinger jeta le policier sur le bitume et s'échappa au volant sans rencontrer de résistance. La situation devenant difficile, Dillinger ne pouvait pas rester à Dayton et partit rejoindre sa sœur Audrey Hancock à Indianapolis, puis son père à Mooresville. Là-bas, il bénéficia d'un coup de pouce inattendu que les journalistes surnommeront la chance de Dillinger. En effet, l'officier chargé de sa surveillance avait révoqué la liberté conditionnelle de Dillinger pour des violations dont on ignore la nature, et 2 agents avaient été affectés à la maison d'Audrey. Et ils se sont endormis profondément au moment même où John est entré chez sa sœur, sans se cacher. Dillinger a de nouveau échappé aux autorités et, dans la ferme de Mooresville, il a même laissé à son père un cadeau d'anniversaire, une chemise et une cravate, sous le nez des forces de l'ordre. Mettant de côté ses affaires romantiques et familiales, porté par une chance incroyable, Dillinger décida de se remettre au travail. Sa prochaine cible était la petite ville de Montpelier, dans l'est de l'Indiana. Le 5 août, Dillinger, Copeland et un chauffeur inconnu se garèrent devant l'entrée de la National Bank de Montpelier. Une nouvelle fois, il exécuta son célèbre saut par-dessus le guichet et se déroba avec plus de $12 000 dans un sac à sucre avant d'évacuer la ville sans souci. John loua ensuite plusieurs appartements dans l'est de Chicago, dans l'état de l'Indiana, et se mit à la recherche d'autres banques. Pour l'instant, il n'était encore qu'un simple braqueur, mais certaines unités policières commençaient à prendre note. L'un d'eux était Matt Leach, capitaine de la police d'État de l'Indiana. Leach se lança à la poursuite de Dillinger au début du mois de juillet 1933, et sa malchance légendaire devint une source inépuisable de moqueries. Surnommé Leach le retardataire, il arrivait toujours 2 minutes trop tard, juste à temps pour apercevoir le pare-choc de la voiture de Dillinger disparaître à l'horizon. C'est Leach qui se rendit à la ferme de Dillinger lorsque celui-ci déposa un cadeau pour son père avant de s'enfuir. Leach devint la cible de moqueries durant toute l'année qui suivit au fil de sa traque de Dillinger. Par exemple, il bégayait, et Dillinger ne manquait jamais une occasion de se moquer sans pitié de ce défaut. Il appelait souvent Leach en imitant son élocution. La police de l'Indiana, poussée par l'initiative de Leach, tenta néanmoins de s'organiser. Elle a notamment commencé à constituer un dossier sur le criminel, a suivi tout le courrier destiné aux proches de Dillinger à Maywood et Mooresville, puis a mis ses téléphones sur écoute. Elle a obtenu des échantillons de l'écriture de Dillinger en interceptant et en comparant des lettres et a placé sous surveillance tous les endroits où il se rendait, mais tout cela en vain. Dillinger avait toujours une longueur d'avance. À ce jour, on ignore tout de ses éventuels liens avec les forces de l'ordre. Il est possible qu'il ait soudoyé les détectives corrompus de la police locale et qu'il ait ainsi obtenu rapidement des informations sur les pièges qui lui étaient tendus, ce qui lui a permis de réussir à s'échapper à chaque fois. On évoque souvent ses liens avec la police de l'Est de Chicago qui refont surface plus tard dans notre histoire, bien qu'aucune preuve formelle ne soit jamais vraiment venue confirmer ces accusations. Une chose est sûre, encouragé par son succès, Dillinger a augmenté les effectifs et le niveau d'entraînement de son gang, et a commencé à utiliser une approche méthodique pour braquer les banques qu'il avait apprises en prison. Cela, combiné aux nouvelles technologies disponibles, a fait de lui un ennemi redoutable pour les forces de l'ordre. Les braquages de banques aux États-Unis ont commencé au XIXe siècle, mais ce n'est qu'au début du XXe qu'un immigrant allemand nommé Hermann Lamm a introduit une nouvelle approche systématique de cette activité. Tout a commencé par l'étude du fonctionnement d'une banque. Différentes personnes étaient affectées à différentes tâches lors des braquages, des observateurs à l'extérieur, des braqueurs à l'intérieur, un chauffeur, etc. Les braquages étaient également planifiés dans le temps et répétés. Chaque étape était minutieusement préparée et la fuite était un élément clé de la méthode Lamm, devenant en soi un art à part entière. Pour s'enfuir, les bandits utilisaient généralement des voitures volées, puis changeaient de véhicule à quelques kilomètres du lieu du crime. Sur le chemin du retour, ils dispersaient des clous de toiture sur la route. Avec les voitures de l'époque, équipées de pneus à chambre à air et de bandages minces, cette tactique était souvent couronnée de succès.
L'itinéraire de fuite était planifié avec le plus grand soin, en contournant toujours les routes principales. Mais l'étude de la planification n'était pas le seul atout de Dillinger. Plusieurs nouvelles technologies et inventions ont également joué un rôle important dans ses succès, notamment des armes et des voitures rapides qui n'étaient pas accessibles à la police de l'époque. Tout d'abord, les bandits disposaient des armes les plus modernes, des pistolets mitrailleurs Thompson. Les policiers, quant à eux, étaient pour la plupart armés de pistolets de petit calibre, ce qui les plaçait dans une position désavantageuse. Deuxièmement, les criminels ont rapidement compris l'avantage de la vitesse et du moteur à 8 cylindres. Dillinger avait jeté son dévolu sur la Hudson Essex Terraplane, une voiture avec un petit coffre, des roues de 17 pouces et un moteur puissant. Elle était difficile à conduire mais rapide, et Dillinger était un conducteur très habile. Troisièmement, les bandits se sont appropriés un autre héritage de la guerre, les gilets pare-balles. Ce dispositif se portait sur l'épaule et comportait de nombreuses poches dans lesquelles on pouvait glisser des plaques de plomb. Ces gilets, capables de résister aux balles de petit calibre utilisées par la police, ont sauvé la vie de Dillinger et de sa bande à plusieurs reprises. Revenons à John Dillinger. Quand juillet 1933 céda doucement la place au mois d'août, il posa un regard sur l'Ohio. Avec une nouvelle bande puissante composée de 5 hommes, le bandit est arrivé à Bluffton le 14 août. Il disposait d'une voiture moderne et rapide et d'un armement lourd. La banque de Bluffton était l'un des endroits où de nouvelles technologies étaient utilisées pour se protéger des criminels. Le coffre-fort était équipé d'une minuterie qui ne permettait de l'ouvrir qu'à une heure précise, inconnue des voleurs, et ce détail fâcheux a changé le cours du braquage. Dillinger et son complice entrèrent dans la salle. John sauta par-dessus le comptoir et ordonna au caissier de remplir un sac de billets. Puis ils se dirigèrent vers le coffre, mais la minuterie bloquait tout accès, ce qui dut grandement exaspérer les braqueurs. C'est alors qu'une deuxième technologie de pointe est entrée en jeu, l'alarme. Le bouton était relié soit par un fil au poste de police, soit à une sonnette fixée à la façade du bâtiment. Pendant que Dillinger pestait contre la minuterie, une sirène assourdissante retentit à l'extérieur. Des coups de feu retentirent à l'extérieur, l'un des membres du gang avait tiré en l'air avec son arme automatique pour repousser la foule qui s'était rassemblée autour de la banque. Vaincu par le minuteur, Dillinger quitta les lieux avec la petite somme de $2100. Les 5 bandits sautèrent dans la voiture, tirant sur la foule pour la disperser un petit peu. La police n'arriva pas à temps sur les lieux, et l'événement fut si mouvementé que les témoins effrayés ne purent même pas identifier la marque de la voiture dans laquelle se trouvaient les criminels. Du début à la fin, le braquage dura 5 minutes. Au début de l'automne, Dillinger est retourné dans sa ville natale d'Indianapolis avec une petite bande composée de seulement 3 personnes et a dérobé $24 000 à la State Bank de Massachusetts Avenue. Cette fois-ci, il n'y avait aucun doute sur l'identité du criminel, car Dillinger avait sauté acrobatiquement par-dessus les comptoirs et avait généreusement laissé un petit peu d'argent. La bande s'est ensuite déplacée à Chicago, une ville où Dillinger est souvent retourné au cours de l'année suivante. Ses premiers braquages furent très mémorables et spectaculaires et constituèrent la première pierre de la dimension médiatique de la vie de Dillinger. Le comportement de John lors des braquages, rapporté à la presse par des témoins oculaires, fut à l'origine de la légende du Robin des Bois des temps modernes, car John restait toujours calme et serein, souriant de manière désarmante malgré les balles qui sifflaient et le bruit assourdissant des alarmes, toujours courtois avec les otages qu'il relâchait sains et saufs, et parfois même avec un petit peu d'argent de poche. En septembre 1933, John Dillinger interrompit sa série de braquages réussis pour régler des affaires personnelles et professionnelles. Sur le plan professionnel, il s'agissait de faire libérer son cher ami Henri Pierrepont, qui n'avait pas obtenu de libération conditionnelle. Après avoir reçu sa part de l'affaire d'Indianapolis, Dillinger acheta des pistolets et les fit passer en prison. Il avait un intermédiaire dans une usine de chemises qui avait réussi à les faire passer dans des bottes de fil. Mais sur le plan personnel, tout ne se passait pas aussi bien. Il n'avait jamais pu retrouver sa bien-aimée Mary, restée à Dayton, celle qu'il envisageait d'amener avec lui en Amérique du Sud. Finalement, après un échange de lettres fructueux, un rendez-vous fut fixé. Malheureusement, ces correspondances furent interceptées avec efficacité par la police de Dayton. Une embuscade fut montée dans l'immeuble où résidait Mary et, à cette occasion, John fut arrêté. La nouvelle de l'arrestation de Dillinger s'est rapidement répandue parmi les forces de l'ordre et la communauté criminelle. Des enquêteurs de Pennsylvanie, de l'Indiana, d'Indianapolis et de l'Ohio ont cherché à s'entretenir avec lui, mais il ne voulait pas leur parler. Les tests balistiques effectués sur son arme ne correspondaient à aucun des résultats obtenus lors des divers vols, en particulier ceux au cours desquels les employés, des policiers ou des citoyens avaient été blessés ou tués, de sorte qu'aucune accusation ne pouvait être portée contre lui à ce sujet. Un groupe de témoins du vol commis à la mi-juillet a alors été convoqué et a identifié Dillinger comme étant l'un des voleurs. Cela a permis au procureur de fixer l'audience au 30 septembre. 4 jours après l'arrestation de John, le 26 septembre, 10 détenus se sont évadés de la prison de Michigan City à l'aide des armes fournies par Dillinger. Parmi les évadés se trouvaient Harry Pierrepont, John Hamilton, Charles Mackley et Russell Clark, qui allaient bientôt rejoindre la bande de Dillinger.
Le groupe sortit pratiquement par la porte principale de la prison. À l'aide d'armes de contrebande, ils prirent des otages, passant d'une pièce à l'autre avant de finalement retrouver la liberté. Derrière les murs de la prison se trouvait une Chevrolet appartenant au shérif qui avait livré le nouveau détenu. 4 membres du gang montèrent dans la voiture avec le shérif comme otage et prirent la fuite. Les 6 autres, dont Pierrepont, traversèrent en courant la cour de la prison jusqu'à la station-service et exigèrent les clés de la voiture du gardien. Ce dernier refusa et tenta de s'enfuir, mais il fut légèrement blessé. Les 6 condamnés finirent par confisquer la voiture d'un couple âgé et quittèrent Michigan City. Le premier groupe de 4 prisonniers resta coincé dans la boue avec leur Chevrolet à quelques kilomètres de la prison. L'un d'eux fut tué et les 3 autres arrêtés. Le groupe de 6 personnes, dont Pierrepont, eut plus de chance. En zigzagant vers le sud à travers l'Indiana, ils arrivèrent à Indianapolis. Déguisé, le groupe de Pierrepont se dirigea vers l'Ohio et commença immédiatement à planifier la libération de leur sauveur, Dillinger, qui attendait maintenant son procès derrière les barreaux. Entre-temps, Harry Copeland, ancien complice de Dillinger dans l'Indiana, rejoignit le gang de Pierrepont dans l'Ohio. Pour libérer Dillinger, ils avaient besoin d'argent. Et pour s'en procurer, Pierrepont, Hamilton et Clark braquèrent une banque à St. Mary's. Le braquage rapporta plus de 14 000 $. Au même moment, Dillinger fut transféré dans une prison de la ville de Lima, ce qui était une très bonne nouvelle pour ses libérateurs, car celle-ci était beaucoup moins bien sécurisée que son ancien lieu de détention. Avant d'être incarcéré, John rencontra une autre femme à laquelle il s'attacha profondément. Elle s'appelait Evelyn Fréchette, il l'appelait Billy. Elle avait des origines françaises et amérindiennes et était née dans la réserve indienne des Menominee dans le Wisconsin en 1907. Elle mesurait un peu plus d'1,50 m, avait les cheveux noirs, les yeux bruns et les pommettes saillantes. Les femmes qui étaient mariées à des braqueurs de banque, vivaient ou voyageaient avec eux, étaient souvent appelées des moles par la presse. Le rôle de femme était souvent minimisé par les médias, voire ignoré. Cependant, de nombreux chercheurs affirment que ces femmes ont prolongé la carrière criminelle de leurs petits amis ou maris en louant des appartements, en achetant des voitures, en soignant leurs blessures, en servant de courrier et en leur servant de couverture. Fréchette correspondait clairement à la définition d'une molle. Dillinger l'a rencontrée à Chicago alors qu'elle travaillait dans une salle de danse. Dillinger a été séduit par ses yeux noirs brillants et sa beauté obsédante. Fréchette était tout autant attirée par Dillinger. J'avais 25 ans, un mariage raté, et quand j'ai rencontré John, tout a changé, a-t-elle déclaré à propos de leur première rencontre. Lors de l'arrestation de Dillinger à Dayton et de son incarcération à Lima, Fréchette se trouvait à Kokomo, dans l'Indiana. D'une manière ou d'une autre, Dillinger, fou amoureux, lui fit savoir qu'il voulait qu'elle soit à ses côtés s'il parvenait à s'échapper, et Pierrepont envoya quelqu'un la chercher. Pendant que Dillinger réglait ses affaires sentimentales, un travail minutieux était en cours pour mettre son plan d'évasion à exécution. La première idée du gang était de soudoyer le shérif Jesse Sarber de Lima, qui gardait John par l'intermédiaire d'un avocat, mais il ne s'est pas laissé acheter. Ils ont donc dû emprunter une voie plus difficile. Le 11 octobre, Pierrepont, Clark, Makeley, Hamilton et Edward Shoes entrèrent dans Lima à bord de 2 voitures afin de repérer la ville et la prison. Le 12 octobre, les 5 hommes retournèrent à Lima pour passer à l'action. Simulant un braquage de banque, Pierrepont, Clark et Makeley entrèrent dans la prison. Shoes faisait le guet, Hamilton resta avec les 2 voitures pour assurer la fuite. Le shérif Sarber, sa femme Lucy et son adjoint étaient dans les bureaux. Il était 18h30, le dîner des prisonniers venait de se terminer. Ni Sarber ni son adjoint n'étaient armés, et le shérif ne prenait pas au sérieux le danger potentiel que représentait son prisonnier. Lorsque les 3 hommes entrèrent dans la prison, ils dirent au shérif qu'ils venaient du Michigan City pour y ramener Dillinger. Celui-ci ne les crut pas et fut grièvement blessé par une balle tirée avec un pistolet. Les criminels prirent les clés des cellules et allèrent chercher Dillinger. En revenant, Clark et Pierrepont enfermèrent les hommes qui accompagnaient le shérif dans une cellule, les empêchant d'appeler de l'aide pour Sarber qui était mourant. Lorsque les secours arrivèrent enfin, il était déjà trop tard pour le shérif blessé. Sarber mourut à l'hôpital. Les habitants indignés de Lima formèrent 6 groupes pour poursuivre Dillinger et ses complices, mais ceux-ci avaient disparu sans laisser de traces. C'est ainsi que la violence entra dans le monde de Dillinger, car un shérif désarmé, vidé de son sang, ce n'est pas la même chose qu'un coup de feu accidentel ou une mâchoire cassée. Le gouverneur McNutt, qui avait approuvé la libération conditionnelle de Dillinger, prit très au sérieux l'évasion de ce dernier et la vague de criminalité qui s'ensuivit. Immédiatement après leur fuite, Dillinger et sa bande ne se contentèrent pas de piller n'importe quoi, mais s'attaquèrent à 2 commissariats de police dont ils retirèrent toutes les armes. Le gouverneur ordonna donc à Leach de former une brigade spéciale composée de 6 policiers avec pour seul objectif de traquer Dillinger et ses complices. Il renforça également la sécurité des arsenaux de l'État avec 700 membres de la garde nationale de l'Indiana. Les prisons de l'Indiana commencèrent également à renforcer leur défense. À Fort Wayne et Indianapolis, les cages en acier ont été construites à l'intérieur des prisons pour une protection supplémentaire. Des grilles métalliques ont été installées aux fenêtres des commissariats de police. Indianapolis a acheté des véhicules blindés équipés de mitrailleuses pour la police également.
Presque partout, les commissariats ont été renforcés. À la Banque nationale centrale de Greencastle, dans l'Indiana, on se souciait également de la sécurité. Mais le lundi 23 octobre, le gardien qui devait se trouver dans la cage de protection est descendu au sous-sol. À ce moment-là, Dillinger, Pierpont et Makeley sont entrés dans la banque, tandis que Clark montait la garde à l'extérieur. Le braquage a duré exactement 5 minutes. Makeley l'a chronométré et Dillinger a gentiment laissé une liasse de billets à un fermier qui n'avait pas eu le temps de les déposer à la banque. Les habitants de Greencastle étaient ravis du style de braquage. Les bandits n'avaient tué personne et avaient même laissé un peu d'argent. Mais la réaction du propriétaire de la banque éveillait les soupçons. Nous ne souhaitons aucune publicité concernant le crime commis par M. Dillinger, déclara le directeur. C'est ainsi qu'ont commencé à circuler des rumeurs de complicité entre les voleurs et les banques. La loi de 1933, qui faisait partie du programme New Deal de Franklin Roosevelt, protégeait les déposants mais pas les banques. Les banques n'étaient protégées contre le vol que si elles disposaient d'une assurance privée, ce qui était le cas de la banque Greencastle. À une époque où de nombreuses banques faisaient faillite, un vol d'un montant inconnu n'était pas si indésirable. On ne sait pas exactement pourquoi Dillinger a été pris pour cible, mais les déclarations vagues concernant le montant exact du vol et la volonté de classer l'affaire au plus vite étaient très suspectes. Quoi qu'il en soit, cette affaire a rapporté à la bande la plus grosse somme jamais gagnée, 75 000 $ en espèces et en obligations. L'opinion publique était partagée quant au tapage médiatique suscité par John Dillinger. Bien que la mort du shérif à Lima soit récente, cet événement fut très vite oublié. L'idée que Dillinger était en réalité une sorte de Robin des Bois, volant les riches pour donner aux pauvres, se répandit. Mais il ne donnait pas grand-chose aux pauvres. Mais ses évasions impressionnantes, ses actions risquées et son attitude de gentleman lui ont valu cette réputation. Une partie du mythe de Dillinger était liée à l'hostilité du public envers les banques. Au plus fort de la Grande Dépression, alors que le chômage était élevé et que la plupart des Américains vivaient dans la misère, les banquiers n'étaient clairement pas en odeur de sainteté. On les accusait de priver les gens du droit de racheter leur maison et leur ferme hypothéquée, et chaque banque cambriolée était perçue comme un coup de poignard dans le dos de ses profiteurs. Bien que Dillinger et ses complices aient été qualifiés de bandes de terroristes, les braquages des banques semblaient acceptables au public tant que personne n'était tué. Mais outre le public et la police, les autorités fédérales ont également commencé à s'intéresser à Dillinger. Dans son livre Ennemi public, Brian Burrow affirme que la guerre contre les voleurs a commencé avec le massacre de Kansas City en juin 1933. Le bain de sang à la gare de la ville était une tentative des criminels de libérer un prisonnier qui avait été transféré de Hot Spring à la prison fédérale de Leavenworth. Le prisonnier Frank Jelly Nash, 3 policiers locaux et un agent du bureau ont été tués dans la fusillade. Les meurtres de Kansas City ont entraîné le bureau fédéral dans une guerre contre les braqueurs. Cependant, avec seulement 250 agents spéciaux et 60 comptables, le bureau se consacrait principalement à la collecte d'informations. Les agents n'avaient pas le droit d'arrêter les suspects, sans parler de porter des armes. En faisant passer une loi élargissant les pouvoirs du bureau, Edgar Hoover considérait que la capture de Dillinger serait un événement de prestige pour le FBI, mais il voulait prendre son temps. Son objectif était de créer un nouveau type d'organe chargé de l'application de la loi aux États-Unis. Il était donc essentiel de donner une image positive au public, et Hoover, qui voyait loin, n'impliquait en aucun cas le bureau si les chances de succès n'étaient pas supérieures à la moyenne. En ce qui concernait le gang de Dillinger, Hoover avait pour l'instant donné une autorisation limitée à la section locale du bureau à Cincinnati pour aider la police de l'Indiana. Nous étions déjà à la fin du mois d'octobre 1933, et le gang de Dillinger avait désormais établi sa base à Chicago. Avec son mall, le groupe avait décidé que la ville des vents était l'endroit le plus sûr d'Amérique. Chicago était réputé pour sa criminalité et sa corruption. Ici, ils pouvaient facilement vendre les obligations et les bijoux volés, acheter une protection et établir des liens avec d'autres escrocs. De plus, dans une grande ville, leur train de vie dispendieux passait plus inaperçu. Ils s'habillaient avec goût, vivaient dans des appartements confortables et fréquentaient souvent des restaurants haut de gamme. Pour se divertir, ils assistaient à des événements sportifs, allaient au cinéma et se promenaient dans leur nouvelle voiture. Mais comme on dit, il y a un temps pour tout. Les voleurs ne pouvaient pas non plus oublier leur travail, même s'il était particulier. Et le 20 novembre 1933, le gang a commis un des plus spectaculaires braquages de banque de son histoire à une centaine de kilomètres au nord de Chicago, à Racine, dans le Wisconsin. Le braquage de la banque américaine et de la société fiduciaire de Racine était parfaitement planifié. Les détails du braquage, des dialogues aux actions, sont devenus classiques et ont souvent été repris dans des films. Le travail préparatoire de la bande consistait à inspecter minutieusement la banque pendant plusieurs jours. Ensuite, ils dessinaient les plans des étages de la banque et notaient le nombre prévu de clients et d'employés. Des plans de fuite minutieusement élaborés ont été établis et détaillés dans les moindres détails, tant en termes de temps que de distance. Une Buick Auburn noire avec des sièges rabattables et des roues à rayons jaune vif a été choisie pour la fuite.
Au volant se trouvait une mystérieuse nouvelle recrue chargée de mettre en place un système expérimental de transport de main-d'œuvre. Le conducteur de la Buick passa 2 fois devant la banque, déposant à chaque fois 2 hommes afin d'attirer le moins possible l'attention. Il gara ensuite la voiture derrière le bâtiment sans couper le moteur. 4 criminels vêtus de costumes élégants, de chapeaux et de manteaux dissimulant bien sûr leur Thompson, entrèrent par 2 dans la banque par l'entrée de Main Street. Pierpont portait sous le bras de grands rouleaux de papier. Il s'agissait de 2 affiches de la Croix-Rouge qu'il accrocha au battant vitré des portes. Les affiches bloquaient presque entièrement la vue depuis la rue. Dillinger et Makeley s'approchèrent des guichets, tandis que Russell Clark se posta à l'entrée. Le caissier en chef, Harold Graham, était tourné vers l'arrière et comptait les pièces lorsque Makeley s'approcha de son guichet fermé et lui dit « Les mains en l'air ». Agacé, Graham pensait qu'il s'agissait d'une blague et n'y prêta pas attention, ce qui lui valut d'être blessé à la main par un Thompson, mais il eut le temps d'appuyer sur le bouton d'appel de la police. Makeley entra et prit tout l'argent qui se trouvait dans la caisse. Pendant ce temps, Dillinger s'occupait du coffre-fort, convainquant Grover Wieland, le président de la banque, et son adjoint Lauren Brome, de l'ouvrir. Lorsqu'ils y parvinrent et que les bandits commencèrent à prendre le contenu, un autre caissier appuya sur un autre bouton d'alarme qui déclencha la sirène. Les policiers Hanson et Boyard arrivèrent sur les lieux, mais ce n'était pas pour un appel concernant un braquage. L'alarme défectueuse les embêtait déjà depuis plusieurs semaines et ils ne se pressaient donc pas particulièrement. Ignorant le danger qui les attendait, l'officier Boyard entra le premier dans la banque et se retrouva immédiatement pris en otage. Hanson, qui entra le deuxième, un Thompson à la main, eut moins de chance. Makeley tira plusieurs balles sur lui, le blessant gravement. Après avoir dévalisé la banque, les bandits prirent les otages et commencèrent à sortir. Dehors, comme toujours lors d'un braquage, la foule s'était rassemblée, formant un bouclier supplémentaire contre les malfaiteurs, car les policiers craignaient de blesser les badauds. Dans la foule se trouvaient 2 détectives locaux qui étaient armés, mais ne pouvaient rien faire, à la fois à cause de la bousculade et à cause de Makeley, qui tirait sur les murs avec son Tommy Gun pour se frayer un chemin vers la Buick. Une fois arrivés à la voiture, les membres du gang se sont précipités à l'intérieur et ont ordonné aux 4 otages de se mettre sur le marchepied. La Buick a démarré et a progressivement pris de la vitesse. En chemin, 2 otages ont reçu l'ordre de sauter pour aller plus vite, et les autres, la jeune fille et le directeur de la banque, ont été installés à l'intérieur. 1 heure après avoir quitté la ville, la Buick a bifurqué sur une route isolée, a trouvé un endroit tranquille et s'est arrêtée. Pierpont ordonna au directeur et à la jeune fille de le suivre dans la forêt, où il attacha les otages effrayés par les mains de chaque côté d'un gros arbre et leur ordonna d'attendre exactement une demi-heure. Au bout du temps imparti, ils se détachèrent sans difficulté et sortirent dans le champ où un fermier local les recueillit et les conduisit à la police. L'attention que John attira avec ce braquage poussa Hoover à déclarer Dillinger ennemi public numéro 1. John et plusieurs membres de son gang décidèrent alors de prendre des vacances. Le 14 décembre 1933, 3 voitures de luxe avec 5 hommes et 4 femmes à bord quittèrent Chicago, gelées, pour la Floride ensoleillée. Après une série interminable d'affrontements, de fusillades et de vols au cours des 6 derniers mois, ce séjour au soleil semblait être un paradis pour la bande, qui pouvait enfin se détendre et s'amuser. Ils ont nagé, pris le soleil, pêché et se sont même rendus à Miami pour assister à des courses aériennes, bien que les autorités les recherchaient là-bas depuis que Leach les avait dénoncés avant leur arrivée, ce qui était très typique de Dillinger, que l'on voyait alors partout à la fois. Le Chicago Tribune avait même publié un article ironique dans lequel il était rapporté que Dillinger avait été vu du Canada au Mexique et dans tous les points intermédiaires, y compris lors de l'achat d'une maison dans l'Indiana et d'une canne à pêche à New York. Malgré le fait que, semble-t-il, John était plus au centre de l'attention que n'importe quel autre personnage de l'histoire criminelle, il était très difficile de savoir où il se trouvait ou ce qui se passait exactement à certaines dates. Outre sa mort, l'épisode le plus controversé de la vie de Dillinger est sans aucun doute le braquage de la First National Bank of East Chicago, le 15 janvier 1934. La raison des divergences dans cette affaire réside dans le fait que John a été pour la première fois personnellement accusé du meurtre d'un policier. C'était le point de non-retour pour le bandit, car les autorités ne pardonneraient jamais cela. Il a informé sa famille qu'il n'était pas impliqué dans la fusillade, mais aurait avoué à son avocat. En rassemblant toutes les informations sur l'affaire à la banque de l'East Chicago, on découvre qu'entre le 1er et le 14 janvier 1934, Dillinger est revenu à Chicago depuis la Floride avec Hamilton. Cependant, Dillinger a été vu à Chicago et en Floride à cette période, ce qui a ajouté à la confusion. Mais si l'on suppose qu'il était bien dans cette banque, l'histoire se présente comme suit. Dillinger est arrivé avec Hamilton à la banque vers 15h, le lundi 15 janvier. Le troisième complice, un chauffeur non identifié, attendait dehors dans une voiture en marche. Tout s'est ensuite déroulé selon le schéma classique. Les plaisanteries de gentleman de Dillinger, l'argent laissé par les clients qui n'ont pas eu le temps de déposer à la caisse, l'employé qui a appuyé sur le bouton d'alarme, l'arrivée des policiers. Le premier à entrer a été désarmé par Dillinger, les autres ont décidé d'attendre dehors.
Dillinger et Hamilton sortirent de la banque en poussant devant eux deux otages, dont l'un était policier. Dehors, la foule était de nouveau là. Tout le monde retenait son souffle en regardant les deux bandits se diriger vers la voiture. Et lorsqu'ils furent près de la voiture, le policier O'Malley, qui s'était caché, cria quelque chose à son collègue qui se trouvait près de Dillinger. Le policier fit un mouvement brusque, laissant à O'Malley le temps de tirer. Et 4 balles atteignirent Dillinger à la poitrine. Le gilet pare-balles a retenu les balles, et John, furieux, a tiré une rafale en direction d'O'Malley. Le policier a été touché par 8 balles. Au moment où O'Malley s'est effondré sur le bitume, il était déjà mort. Au même moment, Hamilton essuya également plusieurs tirs, dont 7 ne furent pas arrêtés par son gilet pare-balles. Dillinger poussa le blessé dans la voiture, et le chauffeur les emmena immédiatement dans une direction inconnue. La voiture a été retrouvée le lendemain à Chicago. Elle était criblée de balles tirées sur les voleurs, et les sièges étaient imprégnés du sang de Hamilton, gravement blessé. Dillinger a dû faire appel à un médecin clandestin de Chicago qui a demandé 5 000 $ pour soigner Hamilton. Il survécut et, peu après, sa famille l'emmena dans l'Indiana. C'est ainsi que Dillinger, gentleman cambrioleur plein d'esprit et sourire charmant, devint un tueur de policiers. Il a toujours nié avoir été présent ce jour-là dans l'East de Chicago et avoir tué O'Malley. D'une certaine manière, la belle légende selon laquelle Dillinger était un pauvre garçon qui volait les banques riches sans nuire aux gens ordinaires s'est profondément fissurée. De nombreux citoyens voyaient désormais le natif de Mooresville sous un autre jour. Après l'affaire de la banque de l'East Chicago, Dillinger a changé. Même s'il niait le meurtre, cet épisode semblait le peser. Il commença à prendre moins de risques et à prendre la vie plus au sérieux. Il déclara un jour que tout le monde a le droit de se défendre, comme pour se justifier. Le reste de la bande était loin de Chicago à cette époque. McLee, Pierpont, Clark et leurs amis avaient quitté la Floride début janvier et étaient arrivés une semaine plus tard à Tucson, en Arizona. Se sentant en totale sécurité, Clark et McLee ont commencé à boire et à parler trop. Tôt le matin du 22 janvier, un incendie s'est déclaré dans leur hôtel chic. Les pompiers arrivés sur place ont été surpris par la demande des deux hommes qui leur ont demandé de sortir de leur chambre des valises contenant des objets de valeur. Ils ont ensuite été encore plus surpris par le poids de ces valises qui étaient remplies de munitions et d'argent. Ils ont été complètement abasourdis lorsque ces deux hommes leur ont donné 50 $ pour leur travail. Le lendemain, ces pompiers ont reconnu Clark et McLee dans un magazine policier qu'ils lisaient pendant leur pause. Trouver deux dandys dans une petite ville au volant de 2 voitures de luxe n'a pas été difficile. Le 25 janvier, la police a commencé à surveiller et l'a arrêté sans résistance dans un magasin où il achetait une radio de police. Clark a été recherché un peu plus longtemps et a été retrouvé dans une maison louée à la périphérie de la ville. Sous le couvert d'un facteur, les policiers ont pénétré dans la maison où Clark a apposé une résistance désespérée et n'a pu être maîtrisé qu'à coups de crosse sur la tête. Un arsenal entier, emballé dans des valises, a été saisi dans la maison. Pierpont était le suivant. Le beau Harry, qui ne se doutait pas que ses complices étaient traqués les uns après les autres, était également surveillé. On l'a retrouvé grâce à sa petite amie, Mary Kinder. Elle s'était rendue chez les Clark et, voyant le sang et le désordre, s'était rapidement enfuie, mais un voisin vigilant avait mémorisé la plaque de sa voiture. Le beau Harry et Mary ont tenté de quitter Tucson, mais la police les a arrêtés pour une infraction mineure au code de la route et l'absence d'autocollant touristique sur le pare-brise, ce qui a été prétexte pour les emmener au poste où ils ont naturellement été placés en garde à vue. L'un des pistolets retrouvés s'est avéré être l'arme qui avait servi à tuer le shérif Sarber à Lima. La manière dont le gang communiquait entre ses membres restait jusqu'alors un mystère pour les enquêteurs. Il est fort probable que la maison où Clark avait été arrêté avait été désignée comme lieu de rendez-vous et que, lorsque Dillinger et Fréchette sont entrés dans Tucson, ils ne savaient pas encore que tous leurs amis avaient été arrêtés et se dirigeaient vers la maison de Clark. À l'intérieur, 2 policiers les attendaient, tandis qu'un 3e surveillait depuis la rue. Après avoir laissé Fréchette dans la voiture avec le chiot, Dillinger s'approcha de la maison et, comme Mary Kinder, remarqua immédiatement qu'il y avait eu une bagarre. Il fit demi-tour et se dirigea vers la voiture, mais il se heurta à un policier qui l'arrêta. Dans la voiture des policiers, il a déclaré « Je vais passer pour un idiot au tribunal. Jamais je n'aurais cru que la police d'une petite ville paumée. » Fréchette et son chiot ont également été arrêtés ce soir-là. En moins d'une semaine, la police de Tucson a fait ce que ni les forces de l'ordre, ni la sécurité de la banque, ni les détectives privés, ni même le fanatique Leach et sa police d'État de l'Indiana n'avaient réussi à faire. De plus, les objets trouvés chez Dillinger étaient tout aussi précieux que le fait même de son arrestation. Il avait sur lui un pistolet et 2 000 $. Le bureau a retrouvé plusieurs billets de 5 $ qui avaient été enregistrés dans une banque de l'Est de Chicago. La piste principale était trouvée. Le gang fut transféré de la prison municipale de Tucson à la prison du comté. 3 États, l'Indiana, l'Ohio et le Wisconsin, ont envoyé des groupes d'avocats et des juristes pour obtenir l'extradition des suspects. L'Indiana recherchait Dillinger pour le vol présumé dans l'Est de Chicago et le meurtre d'O'Malley. Le Wisconsin le recherchait pour le vol à Racine et les autorités de l'Ohio recherchaient Pierpont, McLee et Clark pour le meurtre présumé de Sarber.
Le lendemain de leur agression, un grand jury à Lake Chicago, dans l'État de l'Indiana, a estimé qu'il y avait suffisamment de preuves pour inculper Dillinger du meurtre d'O'Malley. Plusieurs témoins oculaires ont témoigné devant le grand jury au sujet de la fusillade. Conscient que les accusations portées contre lui étaient passibles de la peine de mort, Dillinger voulait se rendre dans le Wisconsin. La peine de mort n'était pas pratiquée dans cet État et il n'était accusé que du vol de la banque de Racine et non du meurtre. Cependant, le 29 janvier, il partit tout de même pour l'Indiana. Afin d'empêcher toute tentative de sauvetage de Dillinger à son arrivée à Chicago, les autorités prirent des mesures sans précédent. Plus de 30 policiers de Chicago, vêtus de gilets pare-balles et armés de pistolets et d'automates, attendaient l'arrivée de l'avion transportant Dillinger à l'aéroport Midway le 30 janvier. 60 autres agents étaient en service pour maintenir l'ordre dans l'aéroport. Le célèbre criminel de l'Indiana était à la hauteur de sa réputation de star. Les lumières et les flashs des appareils photo ont transformé la nuit en jour et le vacarme provoqué par les journalistes était assourdissant. Au centre de cette folie se trouvait Dillinger lui-même, menotté au shérif adjoint du comté. Ce tapage, qui a atteint son apogée lors de la conférence de presse de Dillinger, a non seulement ajouté beaucoup de notoriété à John, mais a également influencé le destin des deux agents de la loi qui devaient s'occuper de lui à cette époque. Il s'agit du shérif Lillian Holly et du procureur du comté Robert Steele. Seule femme shérif de l'Indiana, Holly avait hérité de ce poste un an plus tôt, lorsque son mari avait été tué dans une fusillade. Holly était notamment chargé de surveiller la prison du comté de Lake à Crown Point, où Dillinger avait été transféré. Le deuxième homme de loi, Steele, était un homme de 50 ans. Il s'était rendu en Arizona pour plaider le retour de Dillinger sous sa juridiction. C'est lui qui autorisa cette fameuse conférence de presse, ce qui se révéla être un désastre médiatique et politique. Dillinger a immédiatement déversé tout son charme sinistre sur la presse affamée. 30 reporters se sont précipités dans la salle de la prison du comté de Lake, tandis qu'à l'extérieur, près de 500 curieux s'étaient rassemblés. Cette conférence de presse a très probablement donné le ton définitif à ce qui allait devenir plus tard la légende de Dillinger, la célébrité. Mais Steele prit là une décision qu'il regretta pour le reste de sa vie. Il posa pour une photo avec son détenu. Un photographe de Chicago lui demanda de mettre un bras autour de Dillinger, et contre toute attente, il accepta. Pire encore, Dillinger posa sa main sur l'épaule du procureur. On ne pouvait imaginer meilleure illustration de leur amitié. Sur l'une des photos, Dillinger a la main en forme de pistolet. 3 doigts pliés, l'index pointé vers le bas et le pouce ressemblant à la gâchette d'un pistolet. On a supposé plus tard qu'il s'agissait d'un signal à ses amis à l'extérieur pour qu'ils lui envoient un pistolet en prison, comme il l'avait fait lui-même autrefois. Lillian Holly est également apparue sur cette photo légendaire. L'ennemi public numéro 1 arrêté répondait avec brio aux questions de la presse. Lorsqu'on lui demandait où était son chapeau, Dillinger a répondu qu'il avait été volé à Tucson avec son argent. Jouant le rôle de la victime et du bon garçon qui s'est retrouvé dans le pétrin, il a raconté son histoire d'oisiveté qui l'avait conduit à la criminalité. Il affirmait ne représenter aucune menace pour la société. « À Mooresville, j'étais juste un garçon malheureux », disait-il en haussant les épaules. Au sujet de l'aide qu'il avait apportée à 10 de ses amis pour s'évader de la prison de Michigan City, il déclara « J'ai rencontré beaucoup de bons gars là-bas, je voulais les aider. Pourquoi pas ? Je soutiens mes amis et ils me soutiennent. » À la question « Combien de temps vous faut-il pour braquer une banque ?» Dillinger répondit avec ironie « 1 minute et 40 secondes exactement. » Même s'il ne perdait jamais son temps dans une banque, cela renforçait son image de professionnel efficace. Bizarrement, Steele et Holly n'ont pas interrompu l'interview. Même si Dillinger devenait de plus en plus insolent et parlait de plus en plus à mesure que les minutes passaient, il racontait en gros sa vie criminelle difficile à Chicago, ses évasions, ses fusillades, sans oublier de mentionner ses talents de chauffeur. Il raconta même comment, pour des raisons de sécurité, le gang déménageait d'un quartier à l'autre et d'une maison à l'autre sans donner de détails bien sûr. Dillinger n'oublia pas de critiquer la stupidité de Charles Mackley et Russell Clark en Arizona. Ils avaient donné trop d'argent aux pompiers pour récupérer leurs valises. Si les pompiers n'avaient gagné que quelques dollars, nous serions en sécurité et heureux, conclut-il. L'interview semblait ne jamais vouloir se terminer. Les sujets se succédaient, passant des caricatures au président des États-Unis. Dillinger a confié que Les Trois Petits Cochons était l'un de ses dessins animés préférés et qu'il soutenait Franklin Roosevelt et sa loi sur la restauration des banques. Évoquant ses habitudes personnelles, Dillinger a déclaré qu'il buvait et fumait très peu. « Je pense que ma seule mauvaise habitude est de braquer des banques. » L'un des sujets sensibles sur lesquels Dillinger adopta une position défensive fut le meurtre présumé du sergent William O'Malley dans l'est de Chicago. Conscient qu'il s'agissait là d'une accusation très grave, il la nia catégoriquement. Il expliqua que les billets marqués trouvés en sa possession lui avaient été remis par Hamilton et qu'il avait l'intention de les remettre à ses enfants. Lorsque la soirée toucha enfin à sa fin, Dillinger conclut son échange avec la presse par une charmante conclusion. « Vous voyez les gars, au fond, je ne suis pas un si mauvais garçon, j'essaie d'être quelqu'un de bien. » Au cas où, il ajouta « J'aime bien Monsieur Steele et Madame Holly semble être une femme charmante. » C'est sur cette note positive qu'il fut reconduit à sa cellule. Dillinger avait manifestement charmé la presse et s'était lui-même beaucoup amusé.
Dans les articles publiés le lendemain, il était qualifié de courtois et éloquent. Il était détendu, avait le sens de l'humour, s'exprimait bien et exprimait même une sincère compassion. Il n'était pas du tout le tueur impitoyable auquel beaucoup s'attendaient. Un journal a déclaré que cette interview d'une demi-heure avait présenté Dillinger comme l'homme le plus gentil qui ait jamais braqué une banque. Même le New York Times a donné une critique positive de l'interview de Dillinger. La conférence de presse de Crown Point a permis à Dillinger de montrer pour la première fois qu'il était aussi un être humain. Son histoire, celle d'un garçon stupide tombé sous l'influence de criminels endurcis en prison, puis devenu un grand succès en braquant des banques et en vivant dans le luxe, a été reprise partout. En l'espace de 24 heures après l'interview, Dillinger est passé du statut de petit escroc ordinaire à celui de célébrité brillante et fascinante. Pendant que Dillinger savourait sa gloire, le sort de ses 3 complices accusés en Arizona était scellé. Le 29 janvier, les 4 prisonniers, Pierpont, Clark, McLee et Mary Kinder, furent embarqués dans un train avec le détective Leash. 1500 habitants de Tucson se sont rassemblés à la gare au moment du départ du train. 2 jours plus tard, ils arrivaient à Chicago. Maintenant que Pierpont, McLee et Clark étaient de nouveau derrière les barreaux, toute l'attention était à nouveau tournée vers Dillinger, dont l'évasion ne devait à aucun prix être permise. Il était surveillé 24 heures sur 24, et le policier de garde tenait son arme pointée sur lui. 6 portes en acier séparaient le prisonnier du bloc extérieur. Par mesure de précaution supplémentaire, Madame Holly, armée, resta éveillée presque toute la nuit. Le périmètre de la prison était patrouillé par des gardes, des volontaires armés et la garde nationale de l'Indiana, équipée de fusils automatiques Browning capables de tirer 120 balles par minute et de transpercer des gilets pare-balles. Le lendemain de son arrivée, le 31 janvier, Dillinger engagea l'avocat chicagolais Louis Pickett. Les 2 hommes se rencontrèrent et mirent au point une ligne de défense simple et cohérente. Bien que plusieurs témoins aient identifié Dillinger comme étant le tireur, Pickett affirmait que son client n'était pas à Chicago-Est. En réalité, lorsqu'O'Malley a été tué, Dillinger était en vacances en Floride. Cependant, John ne voulait pas vraiment attendre le verdict du tribunal et souhaitait prendre son destin en main. Dillinger a élaboré un plan pour s'évader de la prison de Crown Point qui lui a valu une notoriété encore plus grande et a définitivement consolidé son statut de légende du monde criminel. Cette évasion, qui a eu lieu le 3 mars 1934, fait encore aujourd'hui l'objet de vives controverses. La question est de savoir si Dillinger s'est échappé de prison seul ou s'il a été aidé. Au centre du plan et des discussions se trouvait une arme. Mais de quelle arme s'agissait-elle? La première version suppose qu'il s'agissait d'un véritable pistolet introduit en contrebande. Mais alors, qui aurait pu la faire entrer? Seuls 2 visiteurs avaient accès à Dillinger, son avocat Pickett et Evelyn Fréchette, qui a été fouillée de manière très minutieuse par la shérif Holly. Tous 3, Pickett, Fréchette et même Holly, sont donc soupçonnés. La deuxième version, la plus célèbre, est que Dillinger aurait fabriqué lui-même le pistolet. Selon John, il aurait été fabriqué à partir d'un morceau de bois provenant d'une planche à laver, peint en noir avec du cirage et muni d'inserts provenant de vieilles lames de rasoir afin de donner à l'arme un aspect réaliste. Le faux pistolet n'avait pas de crosse, ce qui le rendait difficile à tenir. Cette arme est devenue un sujet de folklore et de débat animé. Dillinger l'a-t-il vraiment fabriqué lui-même? Était-elle faite de bois ou de savon? On suppose que le faux pistolet a été fabriqué par un expert extérieur et que Fréchette ou Pickett l'ont introduit dans la prison. Comment John, qui était sous surveillance 24 heures sur 24, aurait-il pu sculpter un tel faux pistolet et le peindre avec du cirage à chaussures? Même des experts n'ont pas pu le distinguer d'un vrai. Il existe également une version avec 2 pistolets, un vrai et un faux. Selon cette version, l'un des employés corrompus serait venu avec le vrai pistolet, l'aurait remis, puis aurait gardé le faux qui aurait été remis à Dillinger. Quoi qu'il en soit, que le pistolet ait été vrai ou faux n'avait pas grande importance pour la suite des événements. Après un mois de garde éprouvante, ceux qui surveillaient Dillinger à la prison de Crown Point étaient épuisés. Les gardes 24 heures sur 24 ont cessé. Le matin du 3 mars, un gardien de prison âgé, nommé Cahoon, et 2 de ses assistants entrèrent dans la grande salle de sport située au 2e étage de la prison. Ils devaient apporter du savon et des articles de toilette pour la douche du samedi soir à 14 détenus, dont Dillinger. Malheureusement, l'ouvrier et ses assistants n'ont pas vérifié si les prisonniers étaient bien enfermés avant d'entrer dans le bloc. Peu après, le vieil homme a senti quelque chose qui ressemblait à un pistolet contre son dos. Dillinger ordonna à 2 ouvriers d'entrer dans les cellules, et derrière lui se tenait son compagnon de cellule, Herbert Youngblood, un Afro-Américain de 2 mètres condamné à mort pour meurtre au premier degré. Le plan de Dillinger était simple. Il parcourait les couloirs, enfermant dans les cellules tous les employés qu'il croisait. Il n'était pas nécessaire de les désarmer, ce qui était à la fois un avantage et un inconvénient. Les gardiens remettaient leurs armes pendant leur service, et Dillinger ne savait qu'approximativement où elles étaient rangées. Apparemment, il avait étudié le plan de la prison à l'avance, car il se déplaçait avec beaucoup d'assurance dans le labyrinthe d'escaliers et de couloirs. Ils traversèrent les blocs sans encombre jusqu'au long couloir reliant les bâtiments et virent un expert en empreintes nommé Blank.
Sur ordre de John, Cahoon appela Blank, qui s'approcha de lui et aperçut Dillinger au coin du couloir. Le lent Cahoon fut remplacé par Blank et les fugitifs avancèrent vers le bureau du chef gardien Baker, un gardien expérimenté qui était le seul à représenter un réel danger. Blank attira Baker dans l'escalier où Dillinger, caché dans un coin, l'attrapa par le col et lui mit un pistolet dans le dos. C'est ainsi que Baker se retrouva dans la cellule avec les prisonniers, après avoir révélé à Dillinger où se trouvaient les armes et les voitures. En continuant leur chemin dans les couloirs de la prison, Dillinger et Youngblood neutralisèrent les gardiens 2 par 2 ou 3 par 3. Cela s'explique par le fait que, le samedi matin, il y avait moins de gardes et que beaucoup d'entre eux dormaient encore après avoir bien bu la veille. Un seul des gardiens était armé d'un blackjack, une longue barre recouverte de cuir, et il affirma jusqu'à la fin de ses jours que le pistolet de Dillinger était réel. C'est pourquoi il se rendit sans hésiter. Blank confirmera ses propos. Dillinger, Youngblood et Blank descendirent alors du 2e étage au 1er. Ils laissèrent derrière eux 6 gardes, 13 prisonniers et un surveillant enfermé. La rencontre suivante dans le couloir fut fructueuse. Ils désarmèrent un soldat de la garde nationale de l'Indiana. Peu importait désormais que Dillinger ait eu un faux pistolet ou non, car il disposait désormais d'une arme véritable. Enfin arrivé au bureau, il découvrit 2 mitraillettes Thompson posées tranquillement sur le rebord de la fenêtre, qu'il emporta également. Dillinger a pris l'argent liquide des gardes enfermés et, avant de partir, il aurait ri, frappé la grille métallique de la cellule avec son pistolet en bois et déclaré avec vantardise « Voilà votre prison si sévère, j'ai fait tout ça avec mon petit pistolet jouet ». Le plan d'évasion de Dillinger consistait à passer par l'arrière du bâtiment de la prison et à sortir dans la cour. Pour cela, il fallait accéder au bloc cuisine, auquel, selon lui, menait une porte depuis le bloc cellulaire du 2e étage. Il s'avéra qu'il n'y avait pas de porte et ils durent à nouveau parcourir le long couloir. Ils finirent par trouver la cuisine. Un cuisinier et 2 gardes s'y trouvaient. Dillinger les emmena avec lui et enfila un imperméable qu'il trouva dans le cellier de la cuisine. Leur prochaine étape était le garage, mais aucune des voitures n'avait de clé. Blank les conduisit donc dans un autre garage, situé à l'extérieur de la prison. Il fallait sortir par la porte arrière, dans une ruelle, et traverser la rue, ce que les bandits firent sans rencontrer d'obstacles. Dillinger choisit une Ford V8 et mit le malheureux Blank au volant. Quelques minutes plus tard, celui-ci annonça qu'il avait accidentellement volé la voiture de Lilianoli. Les fugitifs quittèrent la ville sans souci et les autorités ne furent informées de leur évasion que lorsqu'ils étaient déjà loin. John libéra les otages, loin des grandes agglomérations avec un téléphone. Dans l'après-midi, cette évasion stupéfiante fut commentée en détail sur toutes les stations de radio d'un bout à l'autre du pays, et le nom de Dillinger faisait la une de tous les journaux. Et tandis que dans tous les États, les citoyens restaient scotchés à leur radio dans l'attente de nouveaux détails, l'Indiana se mettait en quête d'un bouc émissaire. La carrière politique de Robert E. Steele était réduite à néant, et Lilianoli devenait la cible d'attaques sexistes. Une véritable panique s'empara du secteur bancaire. Dillinger était libre et avait besoin d'argent. Personne ne doutait qu'il tenterait de redresser sa situation désastreuse dans les plus brefs délais. Toutes les banques du pays furent placées en état d'urgence. La garde nationale est arrivée à la prison de Michigan City. Le nom de John Dillinger était murmuré avec révérence, tandis que Pierpont, Mackley et Clark étaient devenus les demi-dieux et attendaient leur libération prochaine. De toutes les régions du pays, des informations circulaient sur le fantôme de Dillinger. Il avait été aperçu dans l'Ohio, à Buffalo, à New York, en Floride, au Texas, dans le Michigan, le Missouri, l'Indiana, l'Illinois et l'Iowa. C'est alors que la publicité nationale après son évasion a finalement élevé Dillinger au rang de célébrité, ce qui l'a rendu intéressant pour ce qu'on appelle aujourd'hui le FBI. Le directeur du bureau, Hoover, a finalement lancé une chasse à l'homme sérieuse contre Dillinger dans la semaine qui a suivi son évasion. Pendant que Holly et Estella étaient crucifiés, personne ne prêtait attention à l'avocat Pickett. C'est pourtant devant son bureau que le véritable Dillinger fit son apparition, repéré par un détective vigilant de Chicago. Mais cette information se perdit dans le flot de fausses informations. Lors de leur rencontre, Pickett donna $300 à Dillinger et lui indiqua où trouver Billy Fréchette. John la récupéra, il déposa ensuite Youngblood en lui donnant $100 et quitta la ville. Quelques semaines plus tard, Youngblood fut tué dans une fusillade dans le Michigan. Dillinger et Fréchette se rendirent au Minnesota, arrivant à Saint-Paul un jour et demi après leur évasion de Crown Point. Le couple loua un appartement et reprit rapidement ses activités. Dillinger a rapidement constitué une nouvelle bande en renouant avec ses anciens contacts. Elle comprenait son vieil ami Homer Van Meter, ainsi que Tommy Carroll, Eddie Green et Lester Gillis, plus connu sous le nom de George Babyface Nelson. Nelson avait reçu son surnom insultant à cause de ses joues potelées et roses qui contrastaient fortement avec son caractère. Il était colérique, cruel et totalement imprévisible. Le jour où Dillinger arriva dans le Minnesota, Nelson tua un homme qu'il avait coupé sur l'autoroute. Nelson traqua l'homme, qui roulait avec sa famille, sortit de sa voiture et l'abattit. Cette deuxième bande de Dillinger, comme la surnommaient les journaux, ne perdait pas de temps.
Le 6 mars 1934, à 9h30, la nouvelle bande entra dans Sioux Falls, dans le Dakota du Sud, à quelques centaines de kilomètres à l'ouest de Saint-Paul. Ce n'était manifestement pas John qui avait planifié cette opération, car 72 heures plus tôt, il attendait encore son procès à Crown Point. Ce jour-là, John Hamilton, qui s'était remis de ses blessures, se joignit à l'opération. 6 bandits participèrent au braquage. 2 se tenaient à l'entrée de la banque, tandis que 4 autres entraient à l'intérieur. Le gardien réagit instantanément et appuya sur le bouton d'alarme, ce qui mit en colère l'un des membres du gang, probablement Babyface, qui sauta sur le comptoir et se mit à crier dans tous les sens. Apercevant un policier à la fenêtre, il tira plusieurs coups de feu dans sa direction. L'officier a été grièvement blessé, mais il a survécu. Pour leur fuite, aucun plan novateur. Ils avancèrent en direction de la voiture en se servant de 5 otages comme boucliers humains. Pendant la fuite, une fusillade acharnée a éclaté avec la police, mais les braqueurs disposaient d'un arsenal plus important et les forces de l'ordre ont rapidement pris du retard. À quelques kilomètres de la ville, les bandits ont pris une vieille Chevrolet, y ont remis leurs affaires, ont libéré les otages et, après avoir changé plusieurs fois de voiture au cours de route, ont réussi à semer leurs poursuivants, qui les traquaient désormais aussi dans l'air. Lorsque la nouvelle de Sioux Falls parvint au grand public, personne n'y crut au début, mais un peu plus tard, le célèbre comédien Will Rogers commenta l'épisode en faisant référence à l'intensification des opérations policières à Chicago plutôt qu'à Sioux Falls. Ils ont encerclé Dillinger à Chicago, mais ce jour-là, il a braqué une banque à Sioux Falls. Cela signifie qu'ils étaient sur sa piste et ils se sont trompés de 3 États. Hoover et Roosevelt ne voyaient rien de drôle dans ce qui se passait dans le Midwest. Après le braquage de Sioux Falls, Melvin Purvis, chef de la division du bureau à Chicago, s'est chargé de l'affaire Dillinger. À partir de mars 1934 et pendant les 4 mois qui suivirent, les vies de Dillinger et Purvis s'entremêlèrent. Cependant, ils ne se virent jamais face à face avant la nuit de la mort de Dillinger. Purvis avait 30 ans lorsque Hoover fit appel à un agent spécial à Chicago pour diriger l'enquête sur Dillinger. Ayant rejoint les services secrets en 1926, Purvis correspondait parfaitement au profil de l'agent modèle de Hoover. Il était sudiste, bien éduqué, soigné, beau, riche et blanc. Purvis était probablement mal préparé pour la tâche qui lui était confiée. À vrai dire, il ne disposait pas de la formation policière de base nécessaire pour travailler avec un criminel du calibre de Dillinger. De plus, Purvis n'avait ni contact ni informateur dans le milieu criminel. Cependant, Hoover lui fit confiance et, le 12 mars, le Bureau fédéral d'enquête publia le premier avis de recherche contre Dillinger. La chasse était lancée. Pendant que John profitait de sa liberté, ses amis, qu'il n'avait pas oubliés, voyaient leur destin se jouer. Le 11 mars, après 3 jours de procès, Pierpont fut reconnu coupable à l'unanimité du meurtre au premier degré. La même décision fut rendue pour McLean. Tous deux étaient condamnés à la chaise électrique. Clark, quant à lui, fut condamné à la prison à vie. La prochaine victime de Dillinger fut la First National Bank de Mason City, dans l'État de l'Iowa. Elle disposait d'importantes réserves financières, estimées à 240 000 $. Elle était située dans une petite ville de 25 000 habitants, à 37 km au sud de la frontière avec le Minnesota. 4 jours avant le coup, Green et Van Meter, déguisés en représentants de commerce, s'étaient rendus chez Fisher, l'assistant caissier de la banque. Ils avaient besoin de le connaître de vue, car Fisher connaissait les codes des coffres-forts. Dillinger, Carroll, Hamilton, Chase et Nelson sont ensuite arrivés. Ils montèrent dans la Buick volée la veille et partirent cambrioler la banque. La voiture s'arrêta à 14h20 derrière la banque. Chase resta dans la voiture, les autres sortirent, effrayant au passage un caméraman qui tournait un film sur la vie d'une petite ville. Mais à l'intérieur, tout ne se passa pas comme prévu. Tout d'abord, Fisher avait réussi à s'enfermer dans une pièce inaccessible, rendant impossible toute intrusion dans la salle des coffres. Ensuite, il y avait une véritable tour de garde qu'il n'avait pas remarquée et qui offrait une vue imprenable sur le hall d'entrée. Elle était même équipée d'orifices pour lancer des gaz lacrymogènes et de fentes pour les fusils. Le gardien qui s'y était précipité a immédiatement tiré une grenade lacrymogène, ce à quoi Green, furieux, a répondu par une rafale de Tommy Gun. Le garde fut blessé et mis hors de combat, ce qui donna du temps aux bandits. Le gaz envahissait lentement la pièce, les gens pleuraient et toussaient de toutes parts. À l'extérieur, l'agitation régnait également. Nelson faisait rage, tirant sur tout et tout le monde avec sa mitrailleuse. Le braquage devenait incontrôlable et attirait l'attention d'un nombre croissant de policiers et de curieux. Quelques minutes plus tard, les habitants de la ville se joignirent à la fusillade, l'un d'eux blessant Dillinger à l'épaule et un autre touchant Hamilton. John décida de donner l'ordre de partir. La suite de la fuite s'est déroulée sans incident et les blessures n'étaient pas graves, mais comme ils n'avaient pas réussi à atteindre le coffre-fort, leur somme récupérée ne s'élevait qu'à 52 000 $. Le jeudi 15 mars, Dillinger est retourné à Chicago. Il a rencontré l'assistant de Pickett, Arthur O'Leary, et lui a demandé de trouver un chirurgien plasticien habile et discret. Les autorités exerçaient une pression de plus en plus forte sur lui et l'opération était l'un des seuls moyens de réduire cette pression.
et il fut convaincu qu'il avait eu raison dès quelques jours après cette décision, lorsqu'il faillit être arrêté. La propriétaire de l'appartement qu'il louait avec Fréchette l'avait dénoncé. Des agents du bureau vinrent vérifier le signalement et une violente fusillade éclata entre eux, Dillinger et Van Meter. Ils réussirent à s'enfuir, mais John fut à nouveau blessé, cette fois à la jambe, et ils laissèrent beaucoup d'effets personnels dans l'appartement. Ces objets se sont avérés très précieux pour le bureau. Tout d'abord, ils ont pu identifier le couple grâce à leurs empreintes digitales. Ensuite, ils ont trouvé une carte routière indiquant précisément comment se rendre à Saint-Paul depuis l'Iowa en évitant les villes. Les forces de l'ordre ont enfin compris l'inutilité des barrages routiers sur les grands axes. Mais la découverte la plus importante fut une carte indiquant comment s'échapper de la banque de Newton dans l'Iowa où figurait le numéro de téléphone d'Eddie Green, l'homme chez qui il comptait se cacher et vers lequel il se dirigeait à ce moment-là. Une fois arrivés chez Green, ils se rendirent chez un médecin à qui ils promirent $500 pour soigner Dillinger, et pendant qu'il s'occupait de lui, Green aida son ami au prix de sa vie. Les agents venus pour l'arrêter abattirent Green sous les yeux de sa femme Bessie. Green resta une semaine dans le coma à l'hôpital. Dans son délire, il a divulgué de nombreuses informations précieuses. Il a donné les noms des médecins qui soignaient Dillinger et Hamilton, leurs adresses, ainsi que la composition du gang qui avait braqué les banques de Sioux Falls et Mason City. Green a également révélé que Dillinger envisageait de subir une opération de chirurgie esthétique. Une équipe a ensuite été envoyée à l'adresse de l'infirmière où se trouvait Dillinger. Les autorités avaient son adresse correcte, mais elles se sont trompées d'appartement. C'est ce qu'on a appelé la chance de Dillinger. Il a de nouveau réussi à s'échapper. Mars 1934 fut un mois pour le moins mouvementé pour Dillinger. Il s'évada de prison, braqua de banque, prit part à une fusillade avec des agents fédéraux et fut blessé à 2 reprises. Il continuait de sembler intouchable aux yeux du public et la légende de John Dillinger s'enrichissait de détails incroyables. Les autorités, tant fédérales que locales, semblaient incapables de prendre la moindre décision judicieuse. Le mois d'avril arriva. Hoover décida de passer à la vitesse supérieure et de jouer cette fois-ci pour de bon. Début avril 1934, il envoya 50 agents à Saint-Paul et Minneapolis sous le commandement de 2 de ses adjoints, sous le slogan « Guerre contre le crime ». Hoover se mit à traquer non seulement Dillinger, mais aussi Babyface Nelson, Pretty Boy Floyd, la bande de Ma Barker et Bonnie and Clyde. Cependant, malgré cela et la surveillance constante de la maison de son père, Dillinger réussit, le 8 avril, à se rendre à une réunion de famille où presque tous ses proches étaient réunis. C'est ce jour-là qu'une autre célèbre photo de Dillinger fut prise. Debout près de la maison, il tenait dans une main un fusil automatique et dans l'autre un pistolet en bois provenant de Crown Point. Le déjeuner et le départ qui suivit se déroulèrent sans incident. Dillinger eut de nouveau de la chance car quelques heures plus tard, 14 agents fédéraux effectuaient une perquisition dans la ferme. Le 9 avril, Dillinger et Fréchette arrivèrent à Chicago et convinrent de rencontrer un avocat dans un bar du centre-ville. Fréchette se rendit la première au bar pour vérifier que tout était en ordre, mais elle fut arrêtée par des agents du bureau qui l'attendaient déjà. Ils ne remarquèrent pas Dillinger dans la voiture et, comme il ne pouvait rien faire pour aider sa compagne, John partit en demandant à Pickett de défendre Fréchette au tribunal. Les agents du FBI emmenèrent Fréchette dans leur bureau. Selon certaines informations, elle aurait été interrogée de manière brutale et violente, mais elle ne céda pas et le bureau ne parvint pas à lui soutirer la moindre information. Elle fut finalement condamnée à 2 ans de prison. L'arrestation de sa partenaire fidèle bouleversa profondément Dillinger. À ses pensées constantes sur la libération de ses amis dans l'Ohio s'ajoutait désormais le souci de Fréchette. Il prévoyait de la libérer lors de son transfert à Saint-Paul, mais après avoir évalué ses chances, il comprit que cela ne marcherait pas. Il n'avait pas les ressources nécessaires pour une fusillade à grande échelle. Après avoir passé quelque temps à Chicago, la bande de Dillinger décida qu'il fallait se calmer un peu et se remettre de ses blessures. Ils se rendirent donc à l'hôtel Little Bohemia, caché dans les bois du Wisconsin. Ouvert en 1930, le Little Bohemia était un bâtiment de 2 étages avec une salle à manger, un bar, une cuisine et une grande pièce avec une cheminée au rez-de-chaussée. Les chambres étaient situées au premier étage. Derrière le bâtiment principal se trouvait une rangée de petits chalets. L'hôtel était idéal pour permettre aux bandits de se reposer car il était situé à l'écart de la route et complètement caché dans un bois dense. Le groupe était composé de Van Meter, Dillinger, Hamilton, Carroll, Nelson et leurs compagnes. Dillinger et le couple Hamilton s'installèrent dans le bâtiment principal. Les autres s'installèrent dans les chalets. Le propriétaire de l'hôtel, qui s'appelait Emil Manatka, comprit très vite qui étaient réellement ses clients et demanda directement à Dillinger si leur séjour serait calme. John l'assura que oui. Manatka lui-même promit de ne rien dire à personne, mais il mentit et appela presque immédiatement ses proches pour leur demander de contacter les autorités. Lorsque le bureau fut informé, il décida de ne pas attendre et ordonna un assaut pour le soir même. Les agents prévoyaient d'encercler les maisons sur 3 côtés et de repousser les bandits vers le lac qui se trouvait juste derrière le centre de loisirs. Cependant, tout ne se passa pas comme prévu. Ils prirent d'abord des visiteurs ordinaires pour des membres du gang et tirèrent sur leur voiture, tuant l'un d'eux et blessant gravement le second.
Lorsqu'ils ont entendu les coups de feu, Dillinger a riposté en tirant sur les agents cachés derrière les arbres. Puis il a sauté par la fenêtre du deuxième étage et, avec Hamilton et Van Meter, ils ont couru vers la rive du lac, située en contrebas de la maison. Cette différence de hauteur donna l'avantage aux bandits. Ne connaissant pas les lieux, Purvis et ses hommes ne virent pas les trois hommes s'enfuir. À l'extérieur de la maison, une fusillade éclata lorsque Nelson et Carroll ripostèrent sur les agents. Les bandits cessèrent cependant rapidement le feu et s'enfuirent, disparaissant dans l'obscurité. Les agents qui se lancèrent à leur poursuite s'empêtrèrent dans des barbelés et plusieurs autres tombèrent dans un fossé d'évacuation. À ce moment-là, Vanatka arriva et dit par erreur à Purvis que les criminels étaient toujours à l'intérieur. Purvis a décidé d'attendre l'aube, puis de nettoyer le bâtiment avec du gaz lacrymogène. Pendant qu'ils attendaient, Dillinger et sa bande étaient déjà loin. John et ses compagnons se dirigeaient vers le nord, mais non sans aventure. À 2 reprises, ils ont été pris en chasse par des flics locaux. Hamilton a de nouveau été blessé et cette fois-ci, il n'a pas survécu. Il fut enterré près de Chicago. Les autres membres du gang réussirent à quitter Little Bohemia. Dillinger avait une fois de plus ridiculisé les autorités, mais cette fois, le noble et irréprochable Hoover s'était retrouvé dans le cercle des ratés, comme Leash. Au cours des 2 semaines d'avril, les agents du bureau ont laissé passer une occasion presque certaine d'arrêter Dillinger à Saint-Paul, ainsi que dans une ferme de l'Indiana, et maintenant, l'opération dans le Wisconsin est un échec, uniquement à cause des hommes de Hoover. Hoover était tellement sûr du succès qu'il a imprudemment annoncé à la presse, au milieu de la nuit, que les bandits avaient été encerclés. Le bureau a semblé encore plus stupide lorsqu'il a payé seulement 30 $ au Vanatka pour la réparation des voitures et l'hôtel, et que le concessionnaire automobile où les agents avaient loué les voitures a intenté un procès contre le gouvernement fédéral. L'affaire Dillinger et tout le battage médiatique qui l'accompagne finissaient par épuiser les autorités. Une fois la poussière retombée, ce n'était plus seulement la carrière de Purvis qui était en jeu. L'affaire de la petite Bohème avait mis Hoover lui-même dans une position délicate. Plus d'un politicien à Washington estimait qu'il devait être démis de ses fonctions ou rétrogradé. Après la petite Bohème, Dillinger attira l'attention du président américain Roosevelt, qui en était à la première année de son programme, New Deal. Il espérait que les autorités fédérales et non locales prendraient le dessus face à la criminalité qui rongeait le pays. Lorsque le projet de loi sur la criminalité a été signé le 18 mai, Roosevelt a déclaré que son New Deal visait à maîtriser le mal, quel qu'il soit. La législation a accordé 200 agents supplémentaires au bureau fédéral. Le gouvernement était inquiet, car le mécontentement grandissait dans la population. L'Associated Press a estimé que le gouvernement avait dépensé 2 millions de dollars pour traquer Dillinger, alors qu'il avait volé moins d'un quart de cette somme. Alors que tout le monde parlait de l'évasion de Little Bohemia, les journalistes ont découvert une deuxième évasion à Saint-Paul. Le mois d'avril a de nouveau été celui où Dillinger a réussi à échapper à de nombreux agents des forces de l'ordre, renforçant ainsi son image d'ennemi public insaisissable. Le 3 mai 1934, le gang a commis un braquage à Fostoria, dans l'état de l'Ohio. Ils s'emparèrent de 15 000 $, mais l'opération ne se déroula pas comme prévu et fit 7 fois des victimes, tant parmi les policiers que les civils. 2 semaines plus tard, le 21 mai, Dillinger et Van Meter ont braqué une banque dans le centre-nord de l'Ohio, cette fois à Galion, mais n'ont emporté qu'environ 5 000 $. Dillinger a été reconnu immédiatement après son saut caractéristique par-dessus le comptoir. La raison de la somme récoltée si petite était un changement dans le plan du braquage. Les banques commençaient à mettre en place des tactiques contre les bandits et engageaient davantage de gardes qui savaient quoi faire. Dillinger s'est donc contenté de prendre l'argent liquide sans tenter d'accéder au coffre. Il ne se pressait toujours pas, mais de nombreux témoins ont remarqué que Gentleman Johnny, avec ses sourires et ses plaisanteries, avait disparu. Désormais, tout se passait rapidement et sans mise en scène. John passa la bonne partie du mois de mai à Chicago et dans le nord-ouest de l'Indiana, occupé à réfléchir au procès de Billy Fréchette dans le Minnesota et à une opération de chirurgie esthétique. Son visage était devenu trop connu, il ne pouvait plus simplement se promener dans une rue où son portrait était probablement affiché. De plus, les gouverneurs des 5 États du Midwest avaient mis sa tête à prix. Ne faisant confiance qu'à eux-mêmes, John et Van Meter ont décidé de s'installer dans un camion Ford rouge. Il y avait 2 lits de fortune à l'intérieur et, aussi étrange que cela puisse paraître, ils passèrent quelque temps dans le parc touristique de Crown Point. Lorsqu'on lui demanda plus tard s'il n'avait pas peur de retourner sur le lieu de sa célèbre évasion, Dillinger répondit que Crown Point était l'endroit le plus sûr d'Amérique pour lui. Et il avait raison. Personne ne le cherchait là-bas. C'est à ce moment-là qu'il se décide enfin à subir une opération de chirurgie esthétique. Pickett lui trouva un médecin qui était prêt à opérer son visage et à effacer ses empreintes digitales pour 5 000 $. Il avait prévu de retirer 2 grains de beauté entre les yeux de Dillinger, une petite bosse sur l'arête du nez et une cicatrice sur la lèvre. Le plan comprenait également un lifting du visage, car cela permettrait de faire disparaître la fossette sur son menton, célèbre dans tout le pays. L'opération a été réalisée dans la soirée du 28 mai. L'anesthésie a été pratiquée à l'aide d'une serviette imprégnée d'éther et posée sur le visage. Dillinger ne perdait pas connaissance et le malheureux anesthésiste a commencé à verser davantage d'éther, ce qui a provoqué une overdose chez le criminel.
Sa langue a enfoncé dans sa gorge et il a cessé de respirer, mais le médecin a réussi à le réanimer. L'opération a dû être réalisée sous anesthésie locale, ce qui l'a prolongé de 7 heures et a fait perdre beaucoup de sang à Dillinger. 5 jours plus tard, le médecin est revenu pour effacer les empreintes digitales à l'aide d'acide chlorhydrique, réaliser une nouvelle opération sur le visage de Dillinger afin de supprimer une fossette visible sur son menton et pratiquer une opération de Van Meter. Au début, Dillinger était mécontent des résultats, mais lorsque le gonflement a disparu, il s'est convaincu qu'il était méconnaissable, même si ce n'était pas le cas. De retour à Washington, Hoover décida qu'il y avait trop d'avocats et de comptables au bureau et pas assez d'hommes de terrain. Début mai, il commença à recruter des experts en armes à feu du Texas dans un certain Charles Winstead, dont nous reparlerons plus tard. Ces personnes formaient les agents de Hoover et devaient également apporter leur aide si Dillinger était retrouvé. Le recrutement des juristes influents et expérimentés ne signifiait qu'une chose, les autorités voulaient capturer Dillinger, mort ou vif. Il avait échappé trop souvent à Hoover et avait causé un tort irréparable à la réputation du bureau. De fausses informations sur la localisation de Dillinger ont obligé Purvis à parcourir l'Indiana pendant tout le mois d'avril. Après quoi il a été rétrogradé et remplacé dans l'affaire Dillinger par l'un des principaux assistants de Hoover, Sam Coley, qui s'est rendu à Chicago. Entre-temps, le mois de mai avait laissé place au mois de juin et Dillinger était impatient de retourner dans les rues. 3 jours après sa dernière retouche faciale, il décida qu'il était prêt à réintégrer la société. Ses complices aperçurent Dillinger pour la première fois dans un bar de Chicago le 5 juin. Son visage était bouffi et plus large qu'avant l'opération. Ses traits distinctifs, les grains de beauté et la fossette au menton avaient disparu. Son sourire en coin était toujours là, mais la teinture noire, la moustache soignée et les lunettes donnaient à Dillinger l'assurance d'être méconnaissable. Ceux qui connaissaient bien le bandit n'ont vu aucune différence dans son apparence et se sont demandé pourquoi il passait autant de temps en public. Il assista à plusieurs reprises au match de baseball des Chicago Cubs et croisa souvent Pickett, qui n'était pas impressionné par le nouveau visage de son client, et lui dit qu'il serait plus prudent pour Dillinger de quitter immédiatement le stade de Wrigley Field. Malgré cela, il continua à se rendre à Wrigley Field, et un jour, des détectives de Chicago ont demandé à Pickett, alors présent au stade, quand son célèbre client comptait se rendre, que Dillinger était assis à moins de 6 mètres de lui. Au cours des dernières semaines de sa vie, John s'est caché à la vue de tous, profitant de ses passe-temps favoris, regarder le baseball et aller au cinéma. Le 11 juin, il fit la connaissance de Rita Hamilton, surnommée Polly, qui ressemblait beaucoup à Fréchette. Âgée de 26 ans, originaire du Dakota du Nord et, comme Fréchette, d'origine amérindienne, Hamilton était une jeune femme de petite taille, aux yeux bleus et aux cheveux roux. Elle travaillait comme serveuse et se prostituait pour une certaine immigrante roumaine, Anna Sage, anciennement connue sous le nom de Anna Kompanas. Au début du mois de juillet, Dillinger emménagea dans l'appartement de Sage à Chicago. Il se présenta sous le nom de Jimmy Lawrence, employé de la chambre de commerce de Chicago. L'une des principales énigmes reste encore aujourd'hui le lien entre Dillinger et la police de l'Est de Chicago, ainsi que le rôle joué dans cette affaire par Anna Kumpas Sage, chez qui Dillinger avait trouvé refuge. Selon certaines informations, Sage aurait eu pour amant Zarkovitch, un policier de l'Est de Chicago qui avait purgé une peine de 2 ans pour corruption et qui était l'un des policiers les plus corrompus de Chicago. Il est fort probable que Zarkovitch était parfaitement au courant de la localisation et des déplacements de Dillinger. Le fait que sa petite amie Sage ait présenté Dillinger à son sosie, Fréchette numéro 2, n'était peut-être pas non plus une coïncidence. Il est tout à fait évident que Sage savait qui était réellement Jimmy Lawrence, et on ne comprend absolument pas pourquoi John, toujours si sensible au danger, a fait autant confiance à cette femme. Quels étaient donc les plans de Dillinger en juin 1934 ? Il avait toujours su qu'il menait une activité dangereuse et violente, mais il ne voulait manifestement pas se rendre ou mourir. Pickett affirmait qu'il prévoyait de se rendre avec son aide. Selon d'autres témoignages, Dillinger avait l'intention de se rendre au Mexique ou même plus au sud, en Amérique latine. Il disait souvent à Fréchette, puis à Hamilton, qu'il aimerait se ranger et fonder une famille. Plus il devenait célèbre, moins il avait de chances de réussir un braquage de banque. Et les dépenses augmentaient. Outre ses dettes envers Pierre Ponte et d'autres personnes dans l'Ohio, le gang avait besoin de cachettes, de soins médicaux, de nouvelles armes et de voitures. Les prix que Dillinger et ses amis payaient pour tout, des voitures à la nourriture, étaient souvent exorbitants. Les gens faisaient payer le risque. Une fois toutes les dépenses payées, il ne restait plus grand-chose du butin, et à la fin du mois de juin, les réserves étaient complètement épuisées. C'est pourquoi, le dernier jour de juin 1934, Dillinger et sa bande se retrouvèrent dans la ville de South Bend, dans le nord de l'Indiana, devant le bâtiment de la National Bank of Mercant, sur Michigan Street. D'une certaine manière, c'est ce dernier braquage de Dillinger qui est devenu un cliché cinématographique. Fusillade, vitres brisées, complices ensanglantés et explosions. Ce jour-là, tout le monde en a fait les frais. Les braqueurs, les forces de l'ordre et les civils. De plus, les habitants ont tiré sur les bandits autant que les policiers. Plusieurs voitures et motos se lancèrent à la poursuite des voleurs. Les bandits jetaient des clous de toiture et ripostaient violemment. Une des voitures de police se renversa et explosa peu après.
Au cours de la fusillade, 6 citoyens furent gravement blessés et un policier tué. 2 membres du gang ont été blessés et ont dû être soignés. Ils se sont donc retirés à Chicago, comme d'habitude. Une fois tout le monde soigné, il s'est avéré que le braquage s'élevait à un peu moins de 30 000 $, ce qui n'était pas énorme compte tenu du policier tué, des blessés et du chaos qu'ils avaient provoqué. Le braquage de banque, ou retrait d'argent armé, comme certains l'appelaient, n'était plus une activité facile et lucrative. Après cet incident, les autorités ont ajouté 25 000 $ à la récompense pour la capture de Dillinger, portant le total à près de 50 000 $. Pendant que les autorités fédérales et celles de l'État augmentaient la prime, Dillinger élaborait ses propres plans. Inspiré par l'affaire de South Bend, il décida avec Van Meter d'écrire un livre ou de tourner un film sur ses aventures. Il voulait même engager un écrivain expérimenté pour les aider. Curieusement, les criminels ont choisi le thème « Le crime ne se rachète pas ». Ils pensaient que le livre ou le film serait leur message à la jeunesse américaine. Dillinger voulait également réaliser un nouveau mais grand coup, mais cette fois-ci, ce n'était pas une banque, mais un train. Premièrement, les banques devenaient de plus en plus difficiles à braquer, et il ne récoltait que peu d'argent. Deuxièmement, Dillinger ne visait plus des dizaines de milliers, mais des millions, afin de pouvoir prendre sa retraite et se cacher dans un autre pays. Et pendant que Dillinger caressait des rêves de braquage de train et d'une vie tranquille et bien remplie, on avait déjà tenté à 3 reprises de le livrer. Tout d'abord, un chirurgien plasticien a envisagé de se rendre aux agents fédéraux en échange d'une récompense, mais il a pris peur et ne s'est pas présenté au rendez-vous. Le suivant était Jimmy Probasco, chez qui Dillinger s'était fait opérer. Certains pensent que l'avocat du criminel, Louis Pickett, aurait été impliqué dans ce complot, car lui et Probasco buvaient souvent ensemble. Dillinger a apparemment jugé cette menace suffisamment réelle et a donné rendez-vous à Pickett la dernière semaine de juillet pour discuter de sa reddition aux autorités. Il voulait probablement effrayer Pickett. Le troisième informateur s'est avéré être le plus sérieux. C'était le samedi 21 juillet. Purvis et son chef, Coley, avaient un rendez-vous avec des informateurs de la police qui affirmaient avoir un informateur de l'intérieur qui savait exactement où se trouvait John Dillinger. Il s'agissait de Zarkovitch et de son ami O'Neill, et l'informateur était bien sûr Anna Sage. À 6 heures, 2 policiers de l'Est de Chicago exposaient déjà leurs plans aux fédéraux. Leur informatrice était prête à les rencontrer et à leur révéler l'emplacement exact de Dillinger. Purvis et Coley acceptèrent sans hésiter. Lors de la rencontre, Anna a déclaré qu'elle voulait en échange la récompense promise pour John et de l'aide pour régler ses problèmes avec la police des frontières. Le fonctionnaire Purvis a simplement haussé les épaules et lui a répondu que le maximum qu'elle pouvait espérer pour ces informations était un pourcentage de la récompense et une lettre de recommandation de sa part à l'immigration. C'est donc pour une somme indéterminée et une lettre sans garantie qu'Anna Sage a livré l'homme dont tout le gouvernement avait tant besoin. John et Polly allaient souvent au cinéma, généralement au Marble Theatre. Il l'invitait souvent à les accompagner et il y serait probablement ce dimanche. Si l'information se confirmait, elle promettait d'appeler Purvis. Sage appela dès le lendemain pour dire qu'ils iraient soit au cinéma Biographe, soit au cinéma Marble. Au Marble, il y avait un film avec Shirley Temple, et au Biographe, un film de gangster avec Clark Gable, Manhattan Melodrama. Les agents pensaient que Dillinger choisirait le Biographe. En étudiant le plan des cinémas, Purvis découvrit que le Biographe avait 4 issues de secours et appela des renforts au cas où. Ils étaient désormais 30 au total. Tous reçurent des instructions sur qui serait chargé de suivre Dillinger, comment le reconnaître, où se placer et quoi faire. Les instructions ont été données pour 2 cinémas à la fois, car la plupart des agents restaient au bureau et attendaient un appel pour savoir où Dillinger allait se rendre. Le signal pour l'arrêter était une cigarette allumée, soit par Purvis, qui serait au Biographe, soit par le policier Zarkovitch, qui serait au Marble. Zarkovitch, d'ailleurs, n'était pas là par hasard avec ses hommes. Ils étaient soupçonnés d'avoir des liens corrompus avec John et il avait presque demandé à participer à cette affaire après avoir amené l'informateur, probablement pour s'assurer que l'ennemi public ne soit pas capturé vivant, car qui sait ce qu'il aurait pu révéler. Leur hache approchait. Dillinger choisit Biographe et les agents s'y rendirent, se positionnant de telle sorte que, quelle que soit la direction prise par John, il tomberait forcément sur un agent. Pendant que Dillinger regardait le film avec sa petite amie et Anna Sage, Purvis attendait dans le hall pour donner le signal. Il avait vieilli de plusieurs dizaines d'années pendant ces 2 heures d'attente. De plus, Purvis harcelait sans cesse la caissière pour savoir quand ce maudit film allait se terminer, ce qui l'a poussé à appeler la police qui a failli faire échouer l'opération. Les agents ont réglé leur compte aux flics au moment où John sortait du cinéma. Au même moment, Purvis alluma une cigarette et les agents se précipitèrent pour rejoindre Dillinger dans la foule. Une telle agitation ne passa pas inaperçue aux yeux de John. Il regardait autour de lui et voyait de plus en plus de signes confirmant l'embuscade. Puis il perçut une ruelle qui semblait salvatrice, dans laquelle il se précipita dès qu'il la remarqua, tout en essayant de sortir son pistolet. En chemin, il heurta une femme qui sortait de la ruelle et se retourna légèrement sous le choc. À ce moment-là, les agents ont ouvert le feu. On pense que le tireur qui l'a touché s'appelait Charles Winstead. Une balle a traversé la poitrine de Dillinger en biais vers le bas et lui a brisé la côte gauche. Une deuxième balle l'a touché à la base du cou et est ressortie sous son œil droit.
Les coups de feu combinés à la collision avec la dame ont fait tourner le corps de Dillinger comme une toupie, et il a commencé à tomber, recevant plusieurs autres balles. Puis, rassemblant ses dernières forces, Dillinger se redressa brièvement et se traîna dans la ruelle où il s'effondra face contre terre, brisant un verre de ses lunettes et fendant le bord de son chapeau de paille. Le Colt calibre 380, toujours sous le cran de sûreté, restait dans sa main. Il y eut un long moment de silence effrayant, pendant lequel on pouvait entendre le sang de Dillinger couler sur le bitume. Puis, comme à un signal, une foule se rassembla. Les voitures et les tramways s'arrêtèrent et leurs passagers se précipitèrent vers le quartier. Les piétons entourèrent le criminel à terre, et en quelques secondes, les gens criaient « Dillinger !» et se précipitaient vers le corps pour tremper un mouchoir dans son sang. L'agent spécial Gillespie estima que John Dillinger avait survécu environ 3 minutes après les coups de feu. Il était à ses côtés lorsque le célèbre ennemi public numéro 1 a rendu son dernier souffle. Le corps de Dillinger a d'abord été transporté à l'hôpital des frères Alexian, où un médecin a constaté le décès, conformément à la procédure. La morgue du comté de Cook était la prochaine étape pour le corps. Les experts fédéraux en empreintes digitales ont pu identifier le criminel, car le traitement de ses mains à l'acide n'avait pas fonctionné. Dillinger avait moins de $10 dans ses poches, 2 clés attachées avec une corde et une coupure de magazine. Il avait également sur lui une montre avec une photo de Hamilton et une bague en or, sertie d'un rubis avec l'inscription « Avec amour, Polly ». Cette bague a finalement disparu. Les agents ont saisi la montre comme preuve. La grosse somme d'argent liquide qu'il était censé avoir sur lui n'a jamais été retrouvée. Zarkovitch est accusé d'avoir pris l'argent sur le corps de Dillinger, mais aucune preuve n'est venue étayer cette accusation. C'était le chaos total à la morgue. La pièce s'était transformée en salle d'exposition, avec médecins, infirmières et curieux qui se pressaient pour voir l'ennemi public numéro 1 abattu. Les photos ont été prises toute la nuit. L'autopsie a révélé les cicatrices attendues des blessures par balles, des tentatives d'effacement des empreintes digitales et des sutures de chirurgie plastique. Avant le début de l'embaumement, un thanatopracteur de Chicago, engagé par la famille, demanda au coroner la permission d'exposer le corps. Le corps était incliné verticalement derrière une vitre et recouverte d'un drap. Environ 15 000 personnes ont vu le cadavre de Dillinger au cours des heures qui ont suivi. Toutes les classes de la population étaient représentées. Hommes d'affaires et lycéennes, politiciens et femmes au foyer, hommes élégants au look de gangsters et filles de nuit mal habillées. Alors que certains voulaient absolument être photographiés avec le corps, d'autres pleuraient ou se détournaient dès qu'ils le voyaient. Hoover réagit de manière étonnamment sobre à l'événement de Chicago, soulignant que d'autres membres du gang Dillinger restaient en liberté. Cependant, le procureur général Cummings rendit rapidement hommage au New Deal et à l'idée d'une approche fédérale de la lutte contre la criminalité. L'opération visant à capturer Dillinger fut marquée par une planification minutieuse et des méthodes scientifiques. Mais en réalité, ni les méthodes scientifiques de Hoover, ni l'énorme bureaucratie d'État de Homer Cummings ne purent arrêter Dillinger. Tout se résuma à une méthode policière ancienne mais souvent efficace, quelqu'un qui l'avait simplement dénoncé. Alors que Hoover restait en retrait, Purvis est devenu une star. Le lendemain de la fusillade, Hoover a promis Purvis et lui a remis une lettre de remerciement. Purvis est devenu un héros national. Le lundi matin 23 juillet, la mort de Dillinger faisait la une de tous les journaux du pays. Lorsque les photos ont commencé à paraître, l'opinion publique a commencé à basculer, faisant passer Dillinger du statut de héros populaire à celui de méchant. Les journalistes écrivaient que Dillinger avait eu ce qu'il méritait. L'enquête sur la mort de Dillinger a été menée le lendemain de la fusillade. L'agent fédéral chargé de l'affaire a déclaré lors de l'audience que Dillinger avait sorti son arme et avait été abattu avant d'avoir pu la mettre en position de tir. Le jury a rapidement rendu son verdict, meurtre justifié. Le fait que toutes les blessures par balle sur le corps se trouvaient dans le dos n'a pas été mentionné ni examiné. Il y a eu beaucoup de spéculations sur les raisons pour lesquelles on n'avait pas tenté de capturer Dillinger vivant. Après tout, les forces de l'ordre étaient nombreuses et bénéficiaient de l'effet de surprise. Comme des rumeurs circulaient selon lesquelles certains membres du département de police de l'Est de Chicago, en particulier Zarkovitch et son équipe, étaient à la solde de Dillinger, ils ne voulaient certainement pas qu'il parle. 2 témoins, non appelés à témoigner lors de l'enquête, ont déclaré à des journalistes que les agents s'étaient approchés très près de Dillinger et lui avaient tiré dans le dos à bout portant. Les brûlures de poudre sur les vêtements de la victime confirment cette version. Peut-on alors qualifier cette fusillade d'exécution planifiée ? La question est en effet intéressante et discutable, les arguments pour et contre étant nombreux. Lorsque John Senior est venu récupérer le corps de son fils, 5000 habitants de Chicago se sont rassemblés pour voir emporter l'ennemi public numéro 1. Une foule importante s'est également rassemblée à Indianapolis, où devait avoir lieu l'enterrement. La famille de John avait fixé une date pour les funérailles, mais les a avancées d'1 jour afin d'échapper aux curieux, sans succès. Une foule s'était tout de même formée. Même un violent orage n'a pas empêché les gens de tenter d'assister à l'enterrement. Finalement, Dillinger a été descendu dans une tombe au cimetière où reposait le président des États-Unis, 3 vice-présidents, 2 gouverneurs de l'Indiana et plusieurs sénateurs. Pour s'assurer que le corps ne serait pas volé, John Senior a coulé la tombe dans du béton.
Bien qu'aucune pierre tombale n'ait été posée sur la tombe de Dillinger pendant 2 ans, lorsqu'elle a finalement été installée, elle était dégradée morceau par ses admirateurs. Plus tard, 2 autres pierres tombales ont été détruites. 6 semaines après la mort de Dillinger, sa famille se produisit sur la scène du Lyric Theatre dans le centre d'Indianapolis, puis partit en tournée à travers le pays pour raconter son histoire. Des foules immenses, avides d'entendre leur récit, payaient 25 cents pour les représentations en matinée et 40 cents pour celles en soirée. Le thème était toujours « Le crime ne paie pas », mais il était évident que la plupart des spectateurs étaient là pour entendre parler des crimes et de l'homme qui les avait commis. La dernière visite de Dillinger à la ferme de Mooresville en avril était au cœur de l'histoire. Billy Fréchette et d'autres bandits vendaient leurs histoires aux journaux et aux magazines. Le « commerce » autour de Dillinger était également lucratif pour ceux qui possédaient des souvenirs. Il s'agissait souvent d'objets horribles provenant de la fusillade, notamment des mouchoirs et des chiffons, tachés de sang séché. Les briques de la ruelle près du biographe ont été vendues aux enchères, ainsi que les vêtements que Dillinger portait la nuit de sa mort. La plupart des membres de la famille de Dillinger et plusieurs personnes liées à lui ont rapidement suivi leur chef dans la tombe. Van Meter, le 23 août, a été traqué par 4 policiers et acculé dans le quartier de Saint-Paul où son corps a été criblé de balles. Le mois suivant, Charles Mackley et Harry Pierpont, qui attendaient leur exécution dans l'Ohio, ont reproduit la célèbre ruse de Dillinger en fabriquant 2 faux pistolets dans leur cellule. Lorsqu'ils ont tenté de s'en servir le 23 septembre, Mackley a été abattu et Pierpont, blessé, n'a survécu que pour être exécuté sur la chaise électrique le 17 octobre. Babyface Nelson a également été tué lors d'une fusillade avec les autorités. Après sa sortie de prison, Billy Fréchette, la petite amie principale de Dillinger, a continué à parler de son ancien compagnon. Dernière petite amie de Dillinger, Polly Hamilton, est restée à Chicago. Les 2 femmes sont décédées d'un cancer en 1969, à 1 mois d'intervalle. L'agent Melvin Purvis fut une victime improbable de l'affaire Dillinger. Quelques mois après la mort de Dillinger, il prit la tête de la traque de Charles Pretty Boy Floyd, qui se termina par la mort de Floyd dans une ferme de l'Ohio le 22 octobre 1934. Il fut l'un des agents qui abattirent Floyd. Purvis avait précédemment fait plusieurs commentaires dans la presse au sujet de la poursuite de Nelson, ce qui avait indigné le très ambitieux Hoover. Purvis avait acquis une renommée plus grande que celle du directeur, et cela ne pouvait plus durer. Hoover l'a tout simplement harcelé et l'a contraint à quitter le bureau 1 an après la mort de Dillinger. Winstead, l'homme à qui l'on attribue le tir qui a tué Dillinger, a également quitté le bureau en 1943 après une altercation avec Hoover. Il est mort au Nouveau-Mexique en 1973 à l'âge de 82 ans. Hoover est mort 1 an avant Winstead, en 1972. N'ayant jamais quitté son poste de directeur et ne craignant aucun président pour ce qu'il savait d'eux, Hoover a toujours utilisé Dillinger pour se forger une image. Jusqu'à sa mort, il considérait la mort du braqueur de banque comme son plus grand succès. Richard Guy Powers a écrit que Hoover était tellement fasciné par Dillinger que, 40 ans plus tard, il parlait de son rival comme s'il était encore en vie. À partir de 1937, le bureau de Hoover, selon Powers, s'est transformé en une sorte de musée officieux consacré à Dillinger. Parmi les objets exposés figuraient le masque mortuaire du criminel, le pistolet qu'il portait cette nuit-là, son chapeau de paille, et même des pièces de monnaie et une photo de femme qui se trouvait dans ses poches. À vrai dire, c'est la traque d'1 an et demi des braqueurs de banque de la Grande Dépression, et en particulier la mort de Dillinger, qui ont assuré la renommée du bureau. L'agence de Hoover avait besoin d'une célébrité. Le directeur en était bien conscient, ce qui pouvait expliquer son obsession tout au long de sa vie. Immédiatement après la mort, l'exécution et la capture des principaux criminels en 1934, la machine publicitaire de Hoover a tout mis en œuvre pour réécrire l'histoire du meurtre de Dillinger. Le récit a été inventé par Rex Collier sous la direction de Hoover et publié dans un numéro spécial en 6 parties. Selon Collier, Hoover avait personnellement dirigé l'opération Dillinger depuis Washington cette nuit-là. Ce sont les méthodes scientifiques de l'agence qui ont permis d'aboutir à ce résultat. Purvis a été mentionné, mais son importance dans l'opération a été minimisée. Collier a même ajouté que Dillinger craignait l'agence, cherchant à faire passer le criminel mort pour un lâche face au FBI. 1 an après la mort de Dillinger, James Cagney a obtenu le rôle d'un agent du bureau dans le film G-Men. Cagney a joué le rôle que Hoover voulait lui donner. Un homme de loi, d'un nouveau genre, intelligent, diplômé et utilisant des méthodes scientifiques pour résoudre des crimes. Dans le film de 1935, le travail d'équipe primait sur la personnalité, et l'accent était mis sur l'utilisation de méthodes scientifiques et d'agents formés aux arts martiaux, ainsi qu'au maniement des armes à feu. C'est ainsi que le bureau a progressivement commencé à forger sa propre légende, que nous connaissons très bien aujourd'hui. Et tout cela n'aurait pas été possible sans John Dillinger. Sa renommée, qui résonne encore aujourd'hui, s'explique par plusieurs raisons. Cela tient en partie à son charisme et à son intelligence innée. Même si les gens n'appréciaient pas ses activités, il était très intéressant de suivre ses aventures. Il était réputé pour être un bel homme, élégant, qui se comportait presque toujours en gentleman, en particulier lors de ses braquages de banque où il organisait de véritables spectacles avec ses techniques caractéristiques.
Ces nombreuses évasions intrigantes ont également contribué à sa légende. Son incroyable évasion de Crown Point, sa fuite palpitante de Little Bohemia, c'est presque un film en direct avec un scénario incroyable qui se déroule à une époque où des millions de personnes s'ennuyaient à mourir. Son légendaire Robin des Bois, même s'il n'était pas vrai, a tout de même ajouté des points à sa popularité et à la formation de sa légende. Après tout, il volait des banques, des institutions qui, selon l'opinion publique, volaient les honnêtes citoyens. Et selon la légende, il choisissait les banques qui avaient mauvaise réputation auprès des gens ordinaires. Cependant, le public oubliait souvent que les gens autour de Dillinger, des deux côtés des barricades, mouraient constamment. Le biographe de Dillinger, Elliot Horn, rappelait à ceux qui étaient fascinés par Robin des Bois que le braqueur de banque voyageait avec une bande de tueurs talentueux. La famille Dillinger continue de nier que leur célèbre parent ait tué l'officier William O'Malley dans l'est de Chicago. Mais de nombreuses personnes étant sur place étaient prêtes à témoigner contre lui à Crown Point s'il ne s'était pas enfui. Harry Pierpont et Charles McLean ont été condamnés pour le meurtre avéré du shérif Jess Sarber de Lima. Bien que Babyface Nelson n'ait jamais été inculpé, simplement parce qu'il n'avait jamais été arrêté, les nombreux meurtres brutaux commis par ce psychopathe sont bien documentés. Dillinger était conscient de la vie qu'il menait. Le monde est un endroit très dangereux, plaisantait-il un jour. Peu de gens en sortent vivants. Il savait comment tout cela finirait et vivait à fond, profitant au maximum de chaque seconde de sa vie. Le charme des condamnés à mort a toujours attiré les gens. Une autre raison de la légende de Dillinger était que tout cela semblait être un retour au jour romantique et passionnant du Far West. 50 ans s'étaient écoulés depuis l'apogée de Jesse James, Billy the Kid, la bande des Dalton et d'autres braqueurs de banque de l'Ouest américain. Le dernier coup que Dillinger avait prévu était un hold-up de train, l'activité principale de Butch Cassidy et Sundance Kid. Le public voyait en Dillinger une ressemblance avec ces personnages célèbres du passé. Mais Dillinger a également apporté un nouveau style. Les vêtements que lui et sa bande portaient étaient voyants, les voitures qu'ils conduisaient étaient neuves et rapides, et ils étaient toujours entourés de belles femmes. Si l'on fait abstraction du fait qu'ils étaient des bandits, essayez de trouver les différences entre la bande de Dillinger et les stars de cinéma. L'histoire de Dillinger n'a jamais pris fin. Il vit dans les livres, les films, presque tous les endroits où il a été tué, des musées ont été ouverts, notamment à Crown Point, Little Bohemia et au cinéma biographe. Les films La Dame en Rouge et Dillinger et Capone suggèrent que Dillinger s'était en fait échappé cette nuit-là et que le bureau fédéral a abattu la mauvaise personne. Plusieurs écrivains et spéculateurs ont affirmé que l'histoire publiée par le bureau n'était qu'une couverture. On attribue à la bande de Dillinger le vol de près d'un demi-million de dollars. Cependant, cette somme en dollars ne peut être équivalente à des vies humaines. 22 personnes, 11 hommes de loi et 11 criminels, dont Dillinger, ont été tués ou exécutés lors des violentes attaques de banques commises en 1933 et 1934 dans le Midwest. 6 civils ont perdu la vie, des dizaines de personnes ont été blessées. Mais malgré cela, la légende de Dillinger continue de vivre dans l'imaginaire collectif.